Salut, salut. Ouais, j'y ai un peu repris goût, j'avoue. J'ai un peu repris goût à faire des vidéos, donc voilà. J'ai pris mes précautions par rapport à la dernière fois. Hop. J'ai bu un grand verre d'eau avant de commencer la vidéo et j'ai prévu un verre d'eau là, juste là, parce qu'en plus cette vidéo va être longue. Donc là, il y aura peut-être du montage, hein, vous le verrez pas, mais moi je suis parti pour bien rester assis là pendant 2 heures et parler à la caméra. Donc j'ai aussi beaucoup pris goût au fait d'avoir un micro dans la main. Donc je me suis acheté un micro d'occasion sur le Bon Coin à 50 balles. Un Shure SM58 pour les connaisseurs, c'est vraiment genre le micro, c'est un peu l'équivalent micro-esque du casque que j'ai sur les autres vidéos, le casque fermé Bayer là. Voilà, c'est vraiment genre un des micros qui a un peu donné cette image du micro-main avec la boule au bout et le truc un peu long, voilà. Mais du coup voilà, donc j'espère que le son sera bon. J'ai un retour dans les oreilles, donc normalement je monitore le truc en direct. Quand je regarde ici, c'est que je regarde le retour, ne vous en faites pas. C'est tout à fait normal, voilà. Faut que j'évite aussi, faut que je fasse attention avec les plosives. Vous remarquez, je vais peut-être m'acheter une bonnette pour le micro, mais bref, c'est pas le sujet. Il faut pas que je m'égare, hein, parce que cette vidéo va déjà être longue. Donc cette vidéo, qu'est-ce que c'est ? J'ai mon téléphone avec moi. Hop, je vais peut-être le poser quelque part où c'est un petit peu plus pratique, voilà, par exemple ici. En fait, cette vidéo, ça va être une liste de tous les films que j'ai vus au cinéma en 2023. Je vous avais promis cette vidéo l'année dernière et je ne l'avais jamais faite parce que trop longue, parce que la flemme, pour plein de raisons. Et je pense que là, le moment où je reviens un petit peu sur YouTube, c'est un peu le moment où il va falloir que je tienne les promesses que j'ai faites précédemment. Faudra que je re-regarde les vidéos, voir s'il y a d'autres trucs que j'ai promis que j'ai jamais fait. Mais du coup, voilà. Donc ça va être tous les films que je suis allé voir en salle en 2023. Il est possible qu'il y ait un ou deux films qui ne soient pas sortis en salle, qui soient sortis seulement sur des plateformes de streaming, auquel cas je vous le préciserai si je m'en rappelle, mais si je m'en rappelle pas, ne m'en voulez pas. Et donc voilà, donc on va commencer par ceux que j'ai le moins appréciés et finir par ceux que j'ai le plus appréciés. On parlera du film pendant 1 à 5 minutes en fonction du nombre de choses qu'il y a à dire sur le film. J'essaierai peut-être, je ne vous promets rien, d'afficher les affiches quelque part, peut-être par là si je me fie au retour, ou par là en fonction d'à quel endroit je suis dans le cadre au moment où j'en parle. Mais du coup voilà, donc je crois qu'il y a une 40aine de films. Donc si on fait 2 minutes par film, ouais, ça fait 80 minutes, ça fait 1h20. 1h20 de contenu plus cette intro qui est déjà un petit peu longue. Voilà. Donc je vais ouvrir mes notes directement. Hop. Et je souffle dans le micro. Film vu en 2023. Allez, c'est parti. J'ai pas reclassé la liste récemment, parce que souvent c'est quand je fais une liste des films que j'ai vus récemment, je les replace en fonction de mon avis qui évolue au fil du temps. Là je les ai pas replacés, donc peut-être que mon avis, je vous dirai s'il y a des changements à faire. Et du coup on va commencer par le film de 2023 que j'ai le moins apprécié. C'est une comédie française par Jonathan Barré. J'ai pas tous les noms des réals, j'ai pas révisé encore, mais celui-là c'est sûr que c'est Jonathan Barré. Donc Jonathan Barré, c'est le réalisateur c'est le troisième homme du Palmacho. Donc du coup dedans il y a évidemment le Palmacho, donc Grégoire Ludig et Baptiste Marchais, quelque chose comme ça, je crois. Et dans le rôle principal, j'ai oublié le nom de l'actrice qui joue le rôle principal. Donc Bonne Conduite, qu'est-ce que c'est ? C'est une comédie noire sur une femme qui est devenue un peu zinzin alors que son mari a été renversé par un chauffard et il a pris, je crois que c'est un truc comme 5 ans de prison, genre une peine qui lui paraît dérisoire pour elle, qui a perdu l'amour de sa vie. Et du coup, pour se venger, elle tue des chauffards la nuit. Elle met une cagoule et elle leur fait avoir des accidents. Voilà, c'est un sujet qui est... En fait, je vais du coup vous parler de pourquoi le film ne m'a pas tant plu que ça. Il y a des blagues qui fonctionnent vraiment, hein, notamment une blague sur Kaiser Soze, pour ceux qui ont vu le film, ça j'ai beaucoup ri. Mais disons que
comment dire, en fait le film essaie d'être très sérieux par moments et très loufoque et cartoonesque de l'autre, et en fait le passage de l'un à l'autre est pas vraiment maîtrisé. On parle de personnages qui font leur deuil, qui ont des accidents horribles, etc., avec vraiment un premier degré très frontal, et ensuite on va te faire une blague un peu potache, et les changements, c'est peut-être parce que c'est un sujet qui me touche un petit peu, les accidents de la route. Ça me touche pas tant que ça, mais j'ai eu un accident et c'est vraiment pas marrant. Ouais, c'est peut-être pour ça que ça m'a pas tant plu. Après, quelques bons points. Le casting est très drôle. C'est un peu une idée de génie d'avoir mis Baptiste Marchais et Grégoire Ludig en rôle secondaire, un peu comic relief, qui reviennent, qu'ils ont leur pastille, parce que du coup ils jouent deux flics qui enquêtent sur toute cette histoire. Et ils sont plutôt très drôles. C'est eux qui ont la blague d'ailleurs de Kaiser Soze, pour ne rien spoiler. Ah oui, d'ailleurs je le précise, je vais spoiler dans cette truc, donc si je vais chapitrer la vidéo, si vous voyez que je vais parler d'un film que vous n'avez pas envie de vous faire spoiler, skippez au suivant. Voilà, de toute façon je sais pas s'il y a des gens qui vont regarder cette vidéo en entier, hein, mais bon, voilà. Donc voilà, bonne conduite. C'était relativement oubliable. J'ai été très déçu parce que j'avais beaucoup aimé leur film précédent, alors j'ai plus le nom en tête, mais c'était une histoire de gars qui voulaient aller gagner de l'argent en gagnant des jeux télévisés. Et il y en avait un des deux qui rêvait de devenir chanteur, et il y avait une chanson très entraînante dans le film. Donc voilà, un petit peu déçu par bonne conduite. Je crois que j'en attendais un petit peu trop. On va passer au film suivant, qui était aussi une comédie française. Et du coup, elle est aussi bas dans mon classement parce que j'ai pas grand chose à dire dessus. Donc ça s'appelle Les Complices. C'est l'histoire d'un jeune couple qui est joué par William Legbill, je sais plus. William Legbill, acteur très très cool. Si j'ai la foi, sa tête s'affiche à l'écran. Que j'aime beaucoup, qui a un timing comique très drôle et tout. Qui est en couple du coup avec Laura Felpin, qui du coup moi je connaissais d'internet, ses petits sketchs sur Instagram très 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 drôles, qui aménage juste à côté de un tueur en série joué par François Damiens, qui se trouve avoir la particularité de s'évanouir à la vue du sang suite à une mission qui a mal tourné ou je ne sais quoi. Et pour vous dire, je me rappelle même plus vraiment de l'histoire de tout ce qui se passe dans le film. Je crois qu'il y a sa hiérarchie qui veut le tuer parce qu'il a foiré un contrat, et du coup il embarque un peu ses voisins dans cette histoire, et c'était pas très marrant, c'était pas très tendu, c'était oubliable en fait. Et du coup je suis pas vraiment rentré dans le film, alors que le casting, François Damiens, William Legbill et Laura Felpin, normalement j'aurais dû être chaud bouillant. Et finalement, le soufflet est très 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 vite retombé. Donc pareil, petite déception de ce côté-là. Peut-être que j'en attendais un petit peu trop aussi. Voilà. Donc ensuite, on va passer au film suivant. Alors, film suivant qui est peut-être dans votre top de l'année 2023 si vous êtes un peu cinéphile. Mais moi, c'est mon 3e pire film. Et pour le coup, ça, c'est vraiment un film que je n'ai pas aimé du tout. Ce film, c'est Babylone de Damien Chazelle, avec Brad Pitt, avec Margot Robbie, avec tout un tas d'acteurs incroyables. Il y a Tobey Maguire qui passe une tête à un moment. Enfin voilà, c'est un film à un énorme budget, et voilà. Et en fait, c'est un film hommage au Hollywood des années, je dirais fin des années 50, début des années 60, quelque chose comme ça. C'est le passage, on va dire, au cinéma parlant. Et ça dure 3 heures. Et ce film ne méritait pas 3 heures de ma vie. Je suis désolé, ça fait phrase de vieux con cinéphile, mais je suis désolé, c'était... En fait, c'est vraiment une lettre d'amour à cet Hollywood-là, dans tout ce qu'il a de dégueulasse, de crade, c'est très Rise and Fall, c'est très ce genre de choses. C'est très la drogue, c'est très ce genre de trucs. Et en fait, c'est vraiment pas subtil. C'est pour vous dire le niveau du film.
bon, en vrai j'exagère, c'est pas ça le niveau du film, mais dans les premières images du film, vous avez un gros plan sur un anus d'éléphant qui vous chie dessus, littéralement. C'est en mode il est là pour chier sur Hollywood. Non, j'en sais rien, je sais même pas ce qu'il a voulu dire par ça, mais enfin genre ouais, c'est une image forte, hein, je suis d'accord, ça m'a marqué, je suis encore là à en parler aujourd'hui. Mais le truc c'est que c'est pas forcément nécessaire, et en fait, enfin genre Damien Chazelle, bon, pour rappel, hein, Whiplash, La La Land, qu'est-ce qu'il a fait d'autre, First Man, je crois que c'était lui aussi. Mais honnêtement, déjà moi La La Land j'avais pas du tout aimé, mais bon Whiplash c'était incroyable, voilà. Mais vraiment genre, en fait il y a un truc de... Tout respire un petit peu l'ego dans ce film, j'ai l'impression. Genre il a vraiment l'impression de... Enfin, de facto, vu qu'il fait des films, il en fait partie, mais il a vraiment l'impression de faire partie de l'histoire avec un grand H du cinéma, tu vois, d'être déjà une légende du cinéma, au même titre que un Spielberg, un Hitchcock, un truc comme ça. Et pour moi, ce genre de choses, c'est pas des choses qu'on décide soi-même, c'est pas des choses dont on se prévaut. Et du coup, ce film, il a des relents de quelqu'un qui se prévaudrait d'être une légende du cinéma. Et je crois que c'est ça qui m'a beaucoup plu. C'est vraiment un film qui... Il y a des scènes incroyables, hein. C'est pas un mauvais cinéaste, Damien Chazelle, mais c'est juste que il m'a pris trop de temps. Genre 3 heures c'est beaucoup trop, il y a des choses à voir, il y a des choses à montrer dans c'est une histoire qui est chouette à raconter, il n'y a pas de souci, hein, mais c'est juste que ça m'a agacé en fait, c'est juste trop, voilà, le film aurait duré 1 heure de moins, pourquoi pas, mais moi c'est vraiment la durée du film qui m'a rebuté, alors que genre moi les films longs ça me pose pas de problème en général, hein. Je crois que un de mes films préférés de cette année dure 2h59, il y a même un film qui est beaucoup plus haut dans la liste qui dure plus de 3 heures, enfin on en reparlera, et ouais du coup voilà, pour moi ça ne méritait pas ces 3 heures, c'était prétentieux, c'était dispensable. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont dispensables dans ce film. Brad Pitt, très très cool, hein, mais je sais pas. J'ai vraiment pas aimé ce film. Voilà, je crois que c'est un des seuls films de cette année que j'ai vraiment pas aimé. Le reste, c'est que ils sont bas dans la liste parce que j'ai pas eu grand chose à dire dessus, mais voilà. Film suivant, un film qui est un petit peu passé inaperçu. Le film suivant, c'est Tropique. C'est l'histoire de... Donc ça se passe dans un futur plus ou moins proche. Ça se passe dans un espèce de banlieue où la nature a un peu repris ses droits, dans un futur un peu proche. Et ensuite 2 frères qui sont en lice pour devenir astronautes et partir dans l'espace. Et du coup ils se font un peu la guéguerre, il y en a un qui est clairement meilleur que l'autre, que ce soit intellectuellement, physiquement, etc. La préparation pour devenir astronaute c'est quand même quelque chose de très vénère. Et une des épreuves notamment pour devenir astronaute, c'est l'apnée. Alors je sais pas exactement pourquoi, mais il y a tout un truc autour de l'apnée dans ce film. Et un jour, alors qu'ils s'entraînent à l'apnée dans le lac qui est juste à côté, en fait c'est un décor qui est assez intéressant, c'est-à-dire que c'est vraiment une barre d'immeuble qui est perdue dans des arbres au bord d'un lac. Et du coup, bon, ils s'entraînent à plonger juste là. Et un soir, il y a une météorite, un truc vert fluo qui tombe du ciel dans le lac et qui irradie un des 2 frères, le meilleur des 2, entre guillemets, qui du coup devient handicapé. En fait, il devient, il est plus autonome, il peut plus parler, il se nourrit, il a perdu la moitié de ses capacités mentales, il marche très lentement, il parle très lentement. Et du coup, le seul espoir, on va dire, de cette famille, c'était qu'un des frères devienne astronaute pour pouvoir, parce que c'était une famille assez pauvre, pour pouvoir subvenir aux besoins. Et du coup, on suit le frère sur qui toute la pression qui était sur le grand frère retombe sur ses épaules. Et du coup, on suit ça un peu comme... en fait, c'est vraiment fait comme un drame. C'est un film français, hein. Donc en fait, c'est vraiment un drame familial français
relativement classique, mais avec ce twist de SF et un peu un côté film de monstre, parce que du coup le frère il a des comportements très erratiques, parfois il est surénergique et il s'énerve et il casse des trucs, parfois il est genre complètement apathique, il fait plus rien. Et voilà, donc c'est vraiment un melting pot de 3 genres, je dirais les films de monstres, la science-fiction et le drame familial français autour du handicap, globalement. Et il est bas dans ma liste parce que je saurais pas dire quoi. En fait, je crois que c'est qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur le film. La musique est notable, les décors et les costumes sont assez sympathiques, mais au-delà de ça, c'est en fait une fois qu'on enlève le vernis science-fiction film de monstre, il reste plus qu'un drame qui est finalement assez convenu, assez déjà vu, assez moyen. Et voilà. Après, voilà, le vernis, il est quand même bien mélangé à la sauce, quoi. C'est pas juste tape à l'œil. Mais dans le fond, dès qu'on gratte un peu, il reste pas grand-chose, quoi. C'est un poil creux pour moi. Voilà, après, je veux pas offenser qui que ce soit, hein, mais voilà, moi, le film ne m'a pas touché plus que ça. Et voilà, il y a des belles scènes. Il y a une scène notamment de poursuite dans un champ, entre guillemets, si je puis dire, qui m'a quelque peu ému. Et voilà, la fin, elle est satisfaisante, mais pareil, on la voit venir une fois qu'on a tous les éléments, que tous les éléments de l'intrigue sont passés et que la machine se met en marche, on a un instinct d'où ça va aller et ça va pas vraiment dévier de ça. Est-ce que c'est un défaut pour autant? Pas forcément, mais disons que voilà, c'est pas forcément un film qui m'a marqué en bien. C'est un film, je suis content de l'avoir vu quand même, parce que c'était une proposition qui est assez différente de ce qu'on a l'habitude de voir, notamment en France. Mais voilà, Tropique, bon, c'est une petite curiosité, mais c'est pas non plus le film de l'année, pour moi en tout cas. Voilà. Film suivant. Putain, on a fait 4 films, il nous en reste, on a fait un 10e. Alors le film suivant, Barbie. Donc Barbie de Greta Gerwig, sorti en juillet 2023, face à Oppenheimer, dont on reparlera plus tard dans cette liste. Déjà les points positifs, parce qu'il y en a beaucoup de points positifs. Le casting est incroyable, les décors sont incroyables, les costumes sont incroyables, et de manière générale, sur tous les aspects du film, ça se sent que ça a été fait par des gens qui adorent Barbie, vraiment, qui sont fans, qui sont très pointus là-dessus. Tout respire le Barbie. Sur les défauts, c'est principalement dans le fond, donc je passerai sur le côté féministe du film. Pour moi, c'est du féminisme assez basique. C'est pas incroyable de ce côté-là. C'est pas non plus désastreux. Contrairement à ce que j'ai pu entendre, voilà, c'est honnête. Moi, ce qui m'a profondément dérangé dans le film, c'est tout le discours autour du côté mercantile de Barbie. C'est-à-dire que dans le film, il y a les patrons de Mattel, du coup la société mère de Barbie, qui sont représentés à l'écran. Et à un moment, ils se rendent compte que, faire des produits axés féministes, faire des produits qui respectent les femmes, etc., ça peut leur apporter de l'argent. Et ils ont vraiment cette réaction de... Je crois que la réplique est peut-être pas exactement celle-là, mais il y a un truc dans le film, il y a une phrase du style non, mais de toute façon, si ça fait vendre, ben on le fera et on va se faire de l'argent, il n'y a pas de souci, tu vois. Et en fait, ce truc c'est un peu un... Je l'ai pas pris comme un crachat à la gueule, mais c'est pas loin de ça, tu vois. C'est vraiment ce truc cynique de un film produit par Mattel où les patrons de Mattel mis à l'écran me disent un peu en mode parodique: non mais de toute façon le féminisme dans le fond on s'en fout, ce qui nous intéresse c'est de faire de l'argent, donc si être féministe ça fait de l'argent, on sera féministe, y a pas de souci. Tout comme ça sous-entend que s'il faut être fasciste pour faire de l'argent, on sera fasciste, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment ce truc de... Ils ont même pas essayé de le cacher en fait, et
Bon, j'aurais pas plus apprécié s'ils avaient essayé de le cacher, surtout que ça aurait pas été très bien fait, tu vois, mais je sais pas, en fait c'est le côté, ce film qui se veut symbole de libération, d'émancipation, ce genre de choses, de progressisme, putain, j'ai sifflé dans le micro là, vous avez dû prendre cher dans vos oreilles, ce film qui fait le progressiste, qui au final est juste un produit féministe pour vendre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est ça qui m'a profondément dérangé. À part ça, le film est fun. Il y a des blagues qui sont drôles. Il y a John Cena. Il y a Michael Cera qui fait une apparition. Enfin voilà, c'est sympa. Mais voilà, si vous cherchez dans le fond, c'est vraiment dégueulasse, je trouve. Enfin voilà, force à Greta Gerwig, hein, mais ouais, un peu dégoûtant comme film. Voilà, c'est le mot. Voilà. Ensuite, juste au-dessus de Barbie, qu'est-ce qu'on a ? La Tour de Guillaume Niclou. Je me corrigerai au montage si jamais c'est pas ça. Alors, La Tour, un film d'horreur français qui se passe en banlieue. Je commence à avoir la bouche un petit peu sèche au bout de 5 films, putain. Ok. La Tour de Guillaume Niclou. On suit en fait les habitants d'une tour dans une banlieue sûrement parisienne, et en fait à un moment comme ça, à l'extérieur il fait tout noir et tout ce qui sort des fenêtres ou des vitres est coupé net, c'est-à-dire que vous enfoncez dans une espèce d'obscurité, et si vous retirez votre bras en fait il reste plus que ce qui n'était pas dans l'obscurité, et du coup ils sont confinés quoi dans cette tour. Et le film se passe sur, je crois, un truc comme 5 ans. Donc on suit tous ces gens. Donc au début, ils rationnent les trucs qui leur restent dans le frigo. Puis il y a des groupes qui se forment. Évidemment, disons que c'est pas tout le monde est content et tout le monde s'organise en communauté. C'est plutôt les riches blancs d'un côté et les minorités de l'autre. Et les gens les plus modestes de l'autre. Voilà, ils se mettent à faire reproduire leurs animaux de compagnie pour les manger, à essayer de cultiver comme ils peuvent les choses, mais sauf que au fur et à mesure l'immeuble se délabre, quoi, parce qu'il n'y a personne pour venir faire de l'entretien, etc., etc. Il y a des gens qui meurent, il faut les exhumer, donc on les envoie dans l'espèce de vide qui est autour. Concept incroyable, mais le film a des gros problèmes. Déjà, le film veut suivre une bonne dizaine de personnages, je pense. Il y en a un qui est principal, mais globalement, voilà, le film essaie de suivre une grosse dizaine de personnages. Bon, ça en soi, c'est pas un problème, mais ça se cumule avec l'autre problème du film, qui est que le film est globalement très sombre. C'est-à-dire que très vite, ils ont plus d'électricité. Et du coup, il s'éclaire beaucoup à la bougie et ce genre de choses et tout. Et du coup, ça rend le film difficile à suivre parce qu'on a plein de personnages qui ont des têtes qui sont pas forcément très différentes les unes des autres, qu'on suit dans un environnement qui est peu éclairé, et en plus de ça on nous rajoute des ellipses parce que le film se passe sur 5 ans, donc c'est vraiment assez difficile à suivre, pour une fin un petit peu mystique qui est pas forcément déplaisante, mais qui, disons, après tout ce fouillis, devient un peu je sais pas comment dire, ça laisse un petit peu pas sur sa fin, mais t'es un peu en mode oui bon, tu savais pas trop comment finir ton histoire quoi. Et ouais voilà, c'est très pessimiste, c'est très cynique, c'est très poisseux, c'est très claustrophobe comme film, mais c'est assez difficile à suivre. Je l'ai mis assez haut entre guillemets dans mon classement. Bon, il est quand même dans le bas du panier, mais je l'ai mis assez haut parce que ça reste quand même un film d'horreur français, et je pense que je vais le répéter tout au long de la vidéo, mais moi dès qu'il y a des films de genre en France, des films de science-fiction, des films d'horreur, ce genre de choses, moi je suis client, je suis chaud de fou. Donc même si c'est pas terrible, continuez à proposer ce genre de choses, je suis pour. Voilà. Film suivant. Juste au-dessus de La Tour, on a Tetris. Alors Tetris, c'est un film qui n'est pas sorti en salle. Tetris, c'est un film avec l'acteur qui joue Kingsman, j'ai oublié son nom, Taron Egerton, quelque chose comme ça.
Et donc Tetris, ça raconte l'histoire de l'employé de Nintendo America qui a voulu qui a voulu racheter les droits de Tetris en Russie, alors même que l'URSS est en train de s'effondrer. C'est un thriller politique autour des droits d'exploitation du jeu Tetris, globalement. C'est fait de manière très pop, très fun, très catchy, ça va vite, c'est bien monté, c'est très divertissant, c'est plutôt sympathique. Il y a des gros défauts d'écriture, c'est très caricatural, donc c'est très peu, je pense, accurate historiquement parlant. Mais c'est fun. Il y a des personnages qui sont très caricaturaux, c'est un peu ça le problème, genre les méchants russes, genre le gros businessman américain avec des sourcils énormes et un costard bleu ciel et son gros cigare, des choses comme ça. Mais le film est plutôt fun, le film est même drôle par moments, très dramatique. Il y a des gros clichés, il y a des gros problèmes d'écriture dans le film, mais voilà, c'est fun, ça se regarde, ça s'oublie. Globalement, voilà, c'est fun, ça se regarde, ça s'oublie. Voilà, c'est le résumé du film Tetris. Mais par contre, ça a le mérite de vous apprendre un petit peu le contexte dans lequel est né ce jeu qui est un monument de la pop culture. À savoir, c'était un développeur qui avait développé ça pour s'occuper, je crois, à son taf, un truc comme ça. Et que du coup, je crois que pour le coup, c'est une histoire vraie que les Russes ont mis du temps à céder les droits à Nintendo America, mais du coup, ça a fini par faire que Tetris, ça a été un des jeux les plus vendus à une époque, je crois, et que la cartouche Tetris était incluse dans les packs où ils vendaient les premières Game Boy. D'ailleurs, j'ai une de ces boîtes là-haut avec la Game Boy qui est juste là-bas. Vous ne la voyez pas, ça ne sert à rien. Mais voilà, Tetris, c'est fun, ça se regarde, ça s'oublie, globalement. Ensuite, on va parler de Suzume. Suzume, film d'animation japonais d'un réalisateur dont je n'ai plus le nom, qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui un jour va croiser un homme en vélo qui va tenter de fermer une porte duquel s'échappe une sorte de mal absolu qui provoque des cataclysmes globalement. Sauf que elle va essayer de partir en mission avec cet homme pour fermer toutes les portes du Japon pour éviter que le Japon soit victime de catastrophes. Sauf que ce monsieur va se retrouver transformé en chaise par un petit chat démoniaque. Et du coup, elle va devoir un peu se débrouiller toute seule pour fermer ses portes et pour lui redonner sa forme classique. Et en parallèle de ça, on suit une histoire de plus ou moins de traumatisme de l'enfance. C'est pas vraiment du traumatisme de l'enfance, c'est de chercher à s'accomplir, un truc pas résolu, je dirais plutôt. Et visuellement, le film est incroyable, mais le film ne m'a malheureusement pas du tout touché. Les musiques sont beaucoup trop tire-larme pour moi. Il y a des visuels qui sont très stylés, mais ça m'a pas plus touché que ça. C'est un peu tout ça pour ça. Voilà. Je pense que c'est ce que je pourrais dire du film. C'est un peu c'est tout ça pour ça. Tout ça pour une morale qui est un petit peu éculée dans ce genre de film d'animation un peu niais. J'ai pas été touché par le film. Il y a des films beaucoup plus niais qui me touchent beaucoup plus, mais disons que ça m'a pas transcendé plus que ça. La musique, pareil. Il y a une petite fin sympathique, un peu feel good, mais j'ai pas versé ma larme, je n'ai pas joui, comme dirait un certain autre youtubeur cinéma. Ce n'était pas le pot. Pour moi en tout cas. Suzume, pareil, là on est un peu dans le ventre mou des films un petit peu oubliables, sauf que là on va passer à un film que je n'ai pas oublié, un film de Robert Rodriguez. On va parler de Hypnotic. Alors Robert Rodriguez, c'est Spy Kids, c'est Alita Battle Angel, c'est un des poulains de James Cameron. C'est un mec un peu un beauf. Et Hypnotic, c'est un film avec Ben Affleck qui raconte l'histoire d'un flic qui enquête sur
je sais pas comment on pourrait dire ça, sur des gens qui peuvent hypnotiser d'autres gens pour leur faire faire ce qu'ils veulent. Et c'est un immense nanar. C'est genre, je pense que c'est le nanar de 2023. C'est le film qui se prend extrêmement au sérieux et qui finit par être ridicule. Mais vraiment, je crois que... c'est un flic qui a perdu sa fille et il revit souvent le traumatisme le moment où il perd sa fille. Et je crois que genre le premier plan du film, c'est lui qui est en train de se faire hypnotiser par sa psy et à qui on fait revivre le moment où il a tourné la tête et où sa fille n'était plus là dans le parc. Et c'est un gros plan sur son iris avec la psy qui fait un bruit, tu sais, avec son stylo comme tous les trucs d'hypnotiseur. Et genre tu flaires le truc en mode genre non mais il est déjà hypnotisé. En fait ça va être un truc de en fait c'est moi qui t'ai hypnotisé en faisant croire que c'était moi qui t'ai hypnotisé et tout ça. C'est ça. Hein. Il y a un twist au milieu du film qui a aucun sens et qui change tout le truc. Et pour vous dire le niveau de nanar, la première réplique du film, je m'en souviens mot pour mot. C'est qu'il est en train de faire la tresse à sa fille du coup dans son flashback. Et il dit un truc du style « Ceci n'est pas une tresse. C'est comme un labyrinthe que ta mère nous a laissé. » Quelque chose comme ça, genre. Et t'es en mode « Oh, la lourdeur du film. » Et en fait, il y a un moment où je me suis dit « Oh, le film se réveille un petit peu. Wow !» Parce que genre, à un moment, il y a un personnage qui était un peu important, un peu attachant, qui se fait flinguer. Genre, paf, violent, machin et tout, cru. On voit son corps et tout. T'es en mode « Wow, ok, wow, ils sont vraiment en danger, tu vois. » Et puis il se passe ce qui se passe dans le reste du film, quoi. Enfin, c'est vraiment genre, oh là là. Il y a une ou deux scènes d'angoisse qui fonctionnent un peu, mais. Et puis pareil, ça veut teaser une suite, mais c'est ridicule. T'as littéralement un montage à la fin où t'as un personnage qui explique son plan depuis le début, comment, machin et tout, qui explique le twist. Genre vraiment, il y a un twist, il y a un twist de fin globalement, et le personnage explique tout le twist de fin, comment il en est arrivé à faire ce twist, machin. Frérot, c'est bon. Mais voilà, mais du coup, malgré tout moi qui me plains de ce film-là, en vrai de vrai, beaucoup de plaisir devant ce film. C'est vraiment le plaisir nanardesque. C'est vraiment... Voilà, tu vois, je me suis retenu le spoil exprès que pour vous puissiez avoir le plaisir nanardesque de Hypnotique avec Ben Affleck, de Robert Rodriguez. Voilà, Rodriguez, voilà, c'est le mot à retenir. Gaze, bien gaze. Mais voilà, c'était marrant. Ensuite, on passe à Reality. J'ai plus le nom du réalisateur, mais c'est avec Sydney Sweeney, que vous connaissez sûrement pour la série Euphoria. Reality. Alors Reality, c'est basé sur une histoire vraie, et c'est plus que ça parce que tout le script du film, c'est basé sur une retranscription à l'écrit et audio d'un interrogatoire, celui de Reality, je sais plus ce que c'est son nom de famille, Reality quelque chose, enfin c'est son prénom, elle s'appelle Reality, qui se fait interroger donc un soir en rentrant du travail par deux employés du FBI, et du coup on suit en temps réel son interrogatoire, et donc bon je vais vous vendre la mèche. Reality, je vais pas retrouver son prénom, c'est pas grave. On va l'appeler Reality Jones, même si c'est pas ça. C'est la personne qui a travaillé comme traductrice à un service de l'armée globalement, et elle en avait ras-le-bol de voir Fox News, c'est ça la chaîne d'infos droitarde aux États-Unis, de voir Fox News allumé tout le temps dans son bureau et de voir des infos tronquées, manipulées, etc. Donc elle a fait fuiter des documents confidentiels pour compromettre... Non, attends, c'était quoi ? Pour compromettre l'élection de Trump, quelque chose comme ça. Il n'y avait pas eu des histoires de fuite de mails, des choses comme ça, de projets, je ne sais quoi. Des trucs avaient fuité, donc voilà. Et en fait, du coup, tout le monde l'avait fait passer pour une immense gauchiste, pour une islamiste, etc. Alors que, en fait, le film et du coup, l'interrogatoire le film reprend mot pour mot l'interrogatoire, donc il peut pas être plus honnête que ça. Et en fait, le film te montre que c'est vraiment Madame Tout-le-Monde, en fait. Que c'est Madame Tout-le-Monde qui a juste pété un câble, qu'on avait marre, en fait, de tout ça. Et voilà. Donc, il est relativement bas dans ma liste, hein, comme vous le voyez.
il est plutôt au début de la vidéo, donc encore que là ça fait combien de temps que ça tourne? Beaucoup trop. 34 minutes. Wow. Disons que les qualités du film sont aussi ses défauts, c'est-à-dire qu'il se tient à son concept, il n'y a pas de souci. C'est vraiment genre on suit en temps réel en interrogatoire, mais du coup c'est un peu comme regarder une vidéo d'interrogatoire, c'est-à-dire que c'est un peu chiant, il y a tous les moments un peu awkward, les moments de silence, tous les trucs un petit peu bizarres d'interaction humaine, tu vois, tous les trucs qui n'ont pas forcément de rapport, tout le moment où genre elle va chercher son chat pour l'enfermer dans sa chambre pour pas qu'il aille les embêter, elle sort son chien pour le mettre dans une cage dans son jardin, etc. Tout ça, c'était pas forcément utile dans le film, mais en même temps, ça renforce ce côté de la banalité de cette personne, en fait. Alors bon, certes, c'est une personne qui travaille dans un truc de traduction avec des documents confidentiels aux États-Unis, mais ça reste quelqu'un de comme vous et moi, c'est-à-dire qu'avec le bon parcours, on aurait pu se retrouver là à sa place, tu vois. Et voilà, et du coup, très instructif si vous connaissez pas l'histoire de Reality Jones, on va l'appeler comme ça, mais d'un point de vue purement cinématographique, une fois que tu as dit le concept, une fois que tu as vu un extrait avec le transcript à l'écran en temps réel, tu es un peu en mode oui, bon, est-ce que je prendrais 1h20 de ça? Bof, tu vois. Mais voilà, c'est une curiosité, c'est pourquoi pas. Si le concept vous intéresse, regardez-le, vous perdrez pas de temps, mais soyez prévenus que c'est aussi chiant qu'un interrogatoire, globalement. Voilà. Film suivant. Alors, le film suivant, c'est Tortue Ninja Teenage Years. Je sais plus comment il s'appelle en français. C'était un film d'animation sur les Tortues Ninja qui reprend un peu le twist. Là, on arrive dans les films qui m'ont pas forcément plu, mais qui ont quelque chose qui m'a bien plu visuellement. Quelque chose qui m'a bien plu. Donc c'est un film qui raconte les années adolescentes des Tortues Ninja, donc au moment où ils rencontrent April O'Neil, etc., avant qu'elles deviennent les justicières qu'on connaît, et où elles rêvent un peu d'interagir avec les humains, et où Splinter est en mode non, n'interagissez pas avec les humains et tout, enfin ça va mener tout un truc de quiproquo. Et ils y affrontent un autre mutant, du coup, enfin toute une tripotée d'autres animaux qui ont muté avec le même agent qu'eux. Et comment dire, c'était très fun. Le style d'animation est très particulier, c'est une espèce de 3D avec shadé un peu en 2D. Mais ça reste de la 3D très assumée quand même. Ça rappelle un petit peu Spider-Verse, pas au même niveau de virtuosité, mais il y a vraiment une patte graphique où tous les personnages sont un petit peu disgracieux, un petit peu... en fait, ça m'a un peu rappelé les dessins que je faisais quand j'étais au lycée, c'est pour ça que ça m'a bien plu. Tu sais, tous les visages sont un peu asymétriques, un peu biscornus, un peu machin, et c'est en 3D en fait. Il y a un côté un peu uncanny de la stop motion, mais en 3D, enfin, c'est très particulier comme rendu, et je pense que ça peut donner des cauchemars à certains enfants, mais moi j'ai trouvé ça, enfin, genre l'esthétique m'a beaucoup parlé, il y a beaucoup de jeux de lumière, du coup, vu que c'est de la 3D, on arrive bien à faire des trucs intéressants. Voilà, après, ça reste un film pour ados / enfants, et c'est ça qui m'a un petit peu déplu. Moi j'aime bien quand les films pour ados / enfants, ils prennent pas trop pour un con, ils essaient pas trop de simplifier leurs propos, tout ça, enfin genre voilà, moi je suis plus Miyazaki que Disney, hein, niveau façon de s'adresser à des enfants. Et du coup voilà, c'est un peu ce qui me manquait, c'est pour ça qu'il est pas plus haut dans mon classement. Il est aussi un petit peu plus haut parce qu'il y a une scène de combat avec un monstre géant qui attaque une ville, et on en reparlera dans le top de l'année 2024 très certainement, mais c'est un truc que j'aime beaucoup, les trucs géants qui attaquent des villes. Voilà, donc Tortue Ninja Teenager, si vous voulez avoir un aperçu de l'animation, je vous invite à aller voir la bande-annonce. Si je suis vraiment déter, il y aura des petits extraits de bande-annonce, genre quand j'annonce le film, il y aura l'affiche, enfin, genre l'extrait puis l'affiche. Mais voilà, peut-être pas en fait, hein, vu qu'il y a 40 films, faut que je dorme aussi à un moment. Voilà. Tortue Ninja Teenager, c'était ça. Ensuite, on va parler de Mario. Mario qui à sa sortie a battu le record d'entrée du film d'animation de tous les temps. Donc Mario, film d'animation du studio Illumination, qui était très fun.
Voilà. J'ai pas grand chose à dire, à part que c'était Mario. Il y avait plein de références à Mario pendant tout le film. J'étais très heureux. Petite anecdote, des fois moi quand je me sens triste, je dis Mario, ça me rend heureux. Le mot Mario me rend heureux. Je sais pas pourquoi, je suis pas spécialement fan des jeux Mario, ni Mario Kart, ni quoi que ce soit, mais voilà, Mario. Voilà, j'espère que ça vous rend heureux également. Pas grand chose à dire sur Mario, si ce n'est que c'était marrant, c'était fun, c'était cool, c'était coloré, c'était rafraîchissant. En défaut, on pourrait citer l'effet playlist Spotify où t'as des musiques qui n'ont pas forcément grand chose à foutre là, genre Take On Me ou des Beastie Boys. Ok, pourquoi pas, mais voilà. Point négatif aussi, Chris Pratt en Mario. Arrêtez de mettre Chris Pratt partout. Point positif, Jack Black en Bowser. Le personnage de la petite étoile de Luma. Princess Peach aussi, très très cool. Voilà, j'ai beaucoup aimé Mario. Notamment Mario. Et puis Mario. Voilà. Trop hâte du film Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Voilà. Je suis trop chaud. Mario. Mario. On va passer au film suivant. Donc chaque film je l'ai préféré au précédent, hein, donc voilà, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais Les Gardiens de la Galaxie volume 3, c'est à peu près la même chose que pour Mario. C'était fun, c'était cool, c'était pour un Marvel, c'était étonnamment mature. Il y avait des petits animaux mignons, un peu robotiques, un peu stylés. Ça s'axe autour de l'histoire de Rocket Raccoon. Il y a des visuels très intéressants, notamment dans une espèce de vaisseau infirmerie, je crois, avec des énormes combinaisons toutes rondes, des trucs comme ça. Enfin, genre voilà, il y avait des délires visuels. Moi j'aime bien, moi ça me parle. Il y avait des petits moments un peu chagrinolents. Il y avait des c'était sympathique. C'était un des moins pires Marvel de cette année. Enfin, après, j'en ai pas vu beaucoup l'année dernière, mais voilà, c'était un des Marvel qui, je pense, valait le coup. Même si c'était pas non plus, ça cassait pas trois pattes à un canard. C'est une pas trop mauvaise conclusion pour les Gardiens de la Galaxie. Il y a un chien qui est très mignon dedans. Voilà, pas grand chose à dire sur les Gardiens de la Galaxie volume 3. Tac. Ensuite, The Fablesman. Alors, The Fablesman, donc c'est le film autobiographique de Steven Spielberg. Faut savoir que ce film, quand je suis sorti de la salle, il était très 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 haut dans mon classement, et à chaque fois que je le revoyais dans ma liste, je me disais ah ouais, en fait c'était pas si ouf. Et donc en fait c'est un film de Spielberg avec toutes ses qualités, à savoir c'est très entraînant, c'est très bien fait, c'est très bien filmé, c'est très divertissant, c'est très entraînant, c'est très je sais pas comment décrire ce sentiment des films de Spielberg, mais il y a ce côté enchanteur un petit peu, tu vois, et alors que ça raconte des trucs réels, très terre à terre, mais du coup il y a un côté un peu je sais pas comment dire, pas égotistique mais presque. Moi j'ai un peu du mal avec ça. Genre il y a un peu ce côté regardez, j'étais déjà un génie quand j'avais 15 ans quoi. Et ouais quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait, pourquoi pas, mais bon là c'est toi-même, bizarre un peu, non, je sais pas, c'est ouais, Steven Spielberg quoi. C'était sympa, c'était doux, c'était un bon moment, c'était voilà, Paul Dano qui joue le daron de Spielberg, surprenant, parce que moi, de Paul Dano, je l'avais souvent vu dans des rôles de personnages assez jeunes. Il joue un cadavre dans Swiss Army Man, en fait, aussi. Mais franchement, The Fablesman, sur le coup, waouh, plus j'y repense, moins j'aime ce film, globalement. C'était... C'était... Voilà. C'est intéressant pour connaître un peu la vie de Spielberg, mais même ça... franchement, Fablesman, c'était ok tiers. C'était Spielberg tiers, voilà. C'était un film de Spielberg, point. Film suivant, Gran Turismo. Gran Turismo de Neil Blomkamp, réalisateur sud-africain qui raconte l'histoire vraie d'un pilote d'endurance
qui s'est fait recruter sur le jeu Gran Turismo suite à un concours où en gros il faisait un coup marketing Gran Turismo où il faisait venir les top players de sim racing. Donc Gran Turismo c'est un jeu qui à haut niveau se joue en mode t'as un siège et un volant relié à ton PC et donc c'est ce qu'on appelle du sim racing, donc de la simulation de course. Et ouais, en fait, il a gagné un concours en ligne et puis il a été retenu parmi genre 10 joueurs de mondiaux pour s'entraîner sur des vraies voitures. Et l'écurie gagnante concourait au 24 heures du Mans et en fait, ça a lancé sa carrière de pilote là-dessus. Donc on le suit jusqu'à ce qu'il ait ses premiers titres globalement. Et c'était plutôt chouette, c'était un bon... ça reprenait certains codes du jeu vidéo. Je sais pas si c'est très pertinent d'avoir appelé ça le film Gran Turismo parce qu'on peut s'attendre à une adaptation de Gran Turismo. C'est plus un film où le tremplin de l'histoire c'est le jeu vidéo, mais en même temps voilà, il y a des visuels très intéressants, notamment des transitions entre des moments où il est chez lui en train de piloter sa voiture virtuelle, genre dans sa chambre avec son baquet et son volant qui est attaché à son PC, et le moment où il est dans la vraie voiture. En fait, il y a la caméra qui tourne autour de lui et il y a la voiture qui se matérialise ou qui se dématérialise en fonction d'un moment où on passe de l'un à l'autre. Il y a des trucs qui sont réutilisés du jeu vidéo aussi, où t'as un marqueur au-dessus des voitures qui indique leur place. T'as aussi des moments où l'image se fige et on te dit première place, deuxième place, troisième place, des choses comme ça. Ouais, c'était vraiment pas mal. Je m'attendais vraiment, j'avais un peu peur du syndrome un peu Fast and Furious nul, voiture, bagnole, etc., etc. Mais il y a une vraie histoire de... évidemment, son coach, c'est un ancien qui est devenu mécano, qui est un peu résigné et qui retrouve un peu l'envie de coacher les gens à travers lui parce que ça lui rappelle lui dans sa jeunesse et tout. Enfin, il y a tout un truc de passation de flambeau aussi. Enfin, ouais, il y a plein de trucs sympas. Après voilà, quand on connaît les films de Neil Blomkamp, on est un peu déçu qu'ils en soient revenus à faire un truc aussi mercantile entre guillemets. C'est lui qui a fait District 9, Chappie, des choses comme ça. Bon, moi j'aime bien quand il fait du cinéma un petit peu plus radical, Neil Blomkamp, mais bon, peut-être qu'il va y revenir un jour, on sait pas. Mais en attendant, ça c'était plutôt sympathique. C'était pas au niveau de ce qu'il a fait précédemment, mais c'était honnête. Voilà, c'était un film honnête. Ensuite, j'en étais à Gran Turismo. On va passer à Wonka. Wonka de Paul King avec Timothée Chalamet dans le rôle titre. Comédie musicale sur les origines de Willy Wonka, le personnage de Charlie et la chocolaterie. J'aime beaucoup Paul King qui a fait les 2 premiers Paddington, qui sont des films incroyablement feel good. Si un jour vous vous sentez mal, regardez Paddington, ça ira mieux, je vous en assure. Le 1 et le 2, ils sont tous les deux très 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 bien. Et là il nous a fait une comédie musicale tout aussi feel good, tout aussi inventive. En fait, ce qui me fascine avec Paul King, c'est à quel point il a des idées de cinéma, il a des idées de cadre, des idées de comment placer ses personnages, comment utiliser ses décors à 100%, comment... Il y a une scène toute bête où ils vont traire une girafe dans l'enclos de la girafe, et du coup pour pas se salir, Willy Wonka il a un espèce de porte-manteau, enfin sa canne se déploie en porte-manteau portable, et du coup il met sa veste dessus et ensuite il se met à chanter et il attrape le porte-manteau, et vu qu'il a sa veste dessus, c'est comme s'il dansait dessus, et puis il passe sa main dans une manche pour comme faire comme si la personne avec qui il dansait lui caressait la joue. Tu vois, c'est que des petites idées comme ça, et puis il s'envole avec des ballons. Enfin, en fait, chaque élément du décor peut servir à un moment et on n'y est jamais vraiment prêt. Que dire de plus ? Les méchants, c'est vraiment genre 3 pestes avec 3 chara-design différents qui finissent les phrases les uns des autres. Il y en a un c'est des riches chocolatiers qui veulent empêcher Willy Wonka de faire son trou dans le milieu globalement. Je vous ai même pas parlé de l'histoire. Oui, on suit Willy Wonka qui veut ouvrir son magasin au quartier des gourmets globalement, et du coup il y a 3
chocolatiers qui sont très en place, qui corrompt la police avec du chocolat. Du coup, il y a un policier qui au début est tout fin, qui est corrompu avec du chocolat, et genre à la fin du film, il est énorme. Il a genre triplé de volume et il arrive même plus à marcher tellement il bouffe de chocolat. Enfin bref, c'est très inventif, il y a plein de petites idées. Et il y a une scène qui est incroyable, où il y a Rowan Atkinson, donc Mr Bean, qui joue un prêtre qui est tout aussi corrompu que les flics. Et il y a une réplique, je sais plus exactement ce qu'il dit, mais il voit, en fait, son église se fait attaquer par une girafe, envoyée par Wonka pour, les défaire, etc., etc. Et en gros, il dit un truc du style genre Dieu m'envoie son châtiment des divins parce que j'ai péché, quelque chose comme ça, sous la forme d'une girafe qui détruit son église. Enfin bref, il y a plein de petites idées comme ça, même la boutique de Wonka, les chansons d'ailleurs, oui, parce que du coup c'est une comédie musicale, je l'avais pas dit, mais il y a des chansons dans le film, c'est vraiment très inventif, c'est vraiment très frais, c'est vraiment très doux, c'est vraiment très sucré, en fait c'est vraiment à l'image d'une bonne tablette de chocolat, quoi. C'est vraiment un petit bonbon, ce film, et je vous le recommande chaudement. C'est un film qui fait du bien. Voilà, je vous le recommande. Il y a les Oompa Loompa aussi. Enfin bref, c'est vraiment très intéressant, Wonka. Ouf. Ensuite, là, on est vraiment dans les films que je commence à beaucoup aimer. On est à Mars Express. Alors Mars Express, c'est un film d'animation et de science-fiction français par Jérémy Perrin. J'ai oublié le casting vocal, mais pareil, de mémoire, le casting vocal est très très cool. Je crois qu'il y a Léa Drucker dans le rôle principal. Comment résumer ce film ? Déjà, le style d'animation, ça va rappeler The Last Man pour ceux qui connaissent. C'est le style de Jérémy Perrin globalement. Et puis, du coup, on suit l'histoire d'une flic du futur qui est alcoolique dans un monde où les humains et les robots cohabitent, sauf que les robots sont soumis à des interdits qui sont codés en eux, qui peuvent pas surpasser. Et il y a un autre truc aussi, c'est que quand tu meurs, on peut te transmettre ta conscience dans un corps robotique. Et dans ce cas-là, tu es soumis aux mêmes restrictions que les robots. Et par exemple, les robots physiquement ne peuvent pas frapper un humain. Et du coup, les humains qui ont été transmis dans des corps de robots ne peuvent pas frapper des humains non plus. Donc c'est clairement de la science-fiction un peu cyberpunk, transhumanisme, pour parler des différences entre les gens, de comment on vit quand on est marginaux, parce que les robots c'est clairement une métaphore de tous les marginaux de la société, de comment on les limite, comment machin et tout, et comment eux se libèrent, eux se libèrent de ça, comment on les manipule, comment on cherche à monter l'opinion publique contre eux aussi, etc. C'est un très bon thriller en gros, globalement, on suit une intrigue autour d'un robot qui aurait réussi à ce qu'on appelle se déboulonner, c'est-à-dire qui se serait libéré de ses interdits, donc qui pourrait globalement frapper, tuer des humains globalement. Et du coup, on découvre tout un espèce de complot qu'il y a autour de ce truc. Et du coup, le film est très intéressant visuellement. En fait, il y a un vrai côté 2000 ans l'Odyssée de l'espace, surtout dans sa fin, que j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment... avoir ça en France, avoir un film aussi unique en France, c'est vraiment une chance. Et rien que pour ça, je vous recommande de regarder Mars Express. C'était vraiment, c'était visuellement très intéressant, thématiquement très intéressant. Les musiques sont très chouettes aussi. Il y a très peu de choses qui sont ratées dans ce film, je trouve. Et je trouve qu'il est passé un petit peu trop inaperçu. Rien que pour ça, j'aurais peut-être dû le mettre un petit peu plus haut dans ma liste. Voilà, ça fait 54 minutes qu'on enregistre, incroyable. Et je suis toujours pas fatigué. Ensuite, Shin Kamen Riders, encore un film qui n'est pas sorti en salle, mais qui est sorti sur Amazon Prime en 2023.
Shin Kamen Rider, c'est tout simplement une adaptation en film des Kamen Riders. C'est un peu ce qu'il y avait à l'origine des Super Sentai, si je dis pas de bêtises. Donc les Super Sentai, c'est tout le truc genre Power Rangers et tout, donc c'est des personnages en costume qui ont souvent un thème, un animal qui leur est lié, qui font des poses comme ça et qui se combattent de manière à la japonaise, quoi. Et du coup, Shin Kamen Rider, c'est un film de 2023 là-dessus, avec du coup les effets spéciaux et les techniques et les thèmes qui vont avec. Et c'est fait par le réalisateur de Evangelion, Hideaki Anno. Ça se sent dans son méchant notamment. Les méchants souvent dans Hideaki Anno, c'est des gens qui veulent que toutes les âmes des gens se retrouvent dans une espèce de paradis artificiel. Voilà. Et du coup ça implique de tuer tout le monde globalement. Et donc voilà, du coup on y suit les aventures d'un gars qui se retrouve moitié homme, moitié sauterelle, je crois. Parce que du coup les Kamen Riders c'est basé sur des insectes, donc on a une guêpe, on a une menthe religieuse, on a un papillon, on a quoi? Ah, il y a une chauve-souris aussi, c'est pas vraiment un insecte, mais ça bouffe les insectes, donc voilà. Donc si vous aimez les trucs un peu Power Rangers comme ça, c'est très efficace, très sympa, très fun, très inventif, très foufou. C'est pas du tout aussi fixe que l'animation très budget limité de Evangelion. C'est vraiment très nerveux, très erratique, un peu cartoonesque parfois. Donc si vous avez du mal avec ce truc-là des Power Rangers, vous allez pas aimer. Mais si comme moi, vous aimez bien ce genre de truc, les bagarres un peu surréalistes, des choses comme ça, allez-y, Shin Kamen Riders, je vous le recommande. Le film suivant, Mon Crime, j'ai oublié le nom du réalisateur, je l'ai bouffé, mais je le mettrai à l'image. Mon Crime, avec tout un tas d'acteurs et d'actrices très cool. Je crois qu'il y a André Dussolier, Danny Boone, qui mettent des têtes dans le film. Il y a Isabelle Huppert qui joue le rôle d'une méchante un peu dingue à la Cruella. C'est le meilleur personnage de film. Voilà, je le dis, j'adore Isabelle Huppert, incroyable actrice. Mon Crime, ça raconte l'histoire d'une jeune aspirante actrice, je crois, de mémoire. Avocate ? Non, actrice, je sais plus. Qui va auditionner pour un rôle et qui va se faire agresser sexuellement par le metteur en scène. Et genre le lendemain, ce metteur en scène va être retrouvé mort chez lui à une heure qui correspond à peu près au moment où elle est allée chez elle, et du coup elle va se retrouver accusée du crime alors que c'est pas elle qui l'a commis, et du coup elle va expliquer que voilà, ce metteur en scène a essayé de l'agresser sexuellement et que du coup elle l'a tué en mode légitime défense, et elle va devenir un peu connue comme ça, en mode genre waouh, une femme libérée, etc. et tout. Ça se passe dans les années 30, 40, je sais plus, je crois que c'est début des années 30 à Paris du coup. Et c'est très drôle. Je sais que le thème paraît horrible, mais vraiment le film et vraiment les dialogues sont écrits un peu en mode vieux français théâtreux, et en même temps ils sont délivrés de manière très 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 naturelle. Il y a toute une intrigue de savoir qui a vraiment commis ce crime. De révéler la vérité à la presse, il y a des avocats plus ou moins véreux, il y a Fabrice Lucchini, c'est vraiment un film très fun, et au-delà de son côté très fun, je parlais de féminisme tout à l'heure avec Barbie, c'est un film qui se passe dans les années 30 et qui montre que les choses ont, sur certains points en tout cas, pas tant évolué que ça pour les femmes aujourd'hui. C'est ça qui est pratique quand tu fais une satire qui se passe dans le passé, c'est que tu peux montrer des trucs qui sont encore réels aujourd'hui, tu vois. Et sur ça, le film est très malin, donc ça arrive à te faire rire en même temps te faisant passer des messages, te faire un petit peu réfléchir sur comment le monde est aujourd'hui, notamment pour les femmes. Et ouais, c'est vraiment un très 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 bon film. Je crois que c'est un réalisateur un peu bien. En plus, j'ai peur de dire une connerie. Bon allez, je vais faire une entorse, je vais aller vérifier. Mon crime. Tac. Le réalisateur, s'il vous plaît. François Ozon, voilà.
François Ozon, je crois que c'est connu pour ses dialogues, ça, François Ozon, non ? J'ai peur de dire une bêtise. Voilà. Mon crime, vraiment très 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 bonne recommandation. Ensuite, on va passer à tac. Asteroid City. Asteroid City, dernier film de Wes Anderson. Oui, c'est ça. Hein. Oui, c'est ça. Wes Anderson. Wes Anderson qui est connu pour Grand Budapest Hotel, Fantastic Mr. Fox, ce genre de choses, des trucs très cadres, millimétrés, très symétriques, des couleurs très vives, etc. etc. J'avais pas trop aimé The French Dispatch, son film précédent, film à sketch, un peu branleur, enfin pas un branleur, qui se branle globalement sur ses influences que lui seul a, etc. J'ai des rêves de théâtre très pointus, etc. etc. Avec, il y avait Léa Seydoux et Benicio del Toro qui forment un couple incroyable dans ce film, mais c'était le seul truc que j'avais un peu retenu. Là, Asteroid City, en fait, c'est très particulier parce qu'on suit un auteur de théâtre qui adapte une pièce en y mettant un petit peu ses travers, et du coup, il y a tout un truc un peu méta. J'ai pas du tout été réceptif à la partie en noir et blanc, du coup, la partie extérieure à la diégèse théâtreuse, mais les visuels de la pièce en elle-même, donc ces décors un peu carton-pâte dans le désert Arizona, toute cette histoire avec cet extraterrestre qu'on attend et qui il se pointe et tout, avec un chien dans le journal, machin, toute l'histoire avec le personnage principal qui est en deuil et qui est père de famille, je crois, de mémoire, enfin je m'en souviens plus très très bien, mais globalement c'est un film qui m'a laissé une sensation très agréable. Je saurais pas comment. En fait, je sens que j'ai pas compris le film, pour être tout à fait honnête. Je sens que c'était des rêves que j'avais pas, des trucs, des codes du théâtre, de trucs comme ça que j'avais vraiment pas. Mais le film m'a laissé une sensation très agréable, très pastel, très sucré, très même pas sucré, plutôt comme du pamplemousse. Acidulé, amer et sucré en même temps, vous voyez ce que je veux dire. Et ouais, c'est pareil, le casting de dingue avec Edward Norton, avec Scarlett Johansson, c'est vraiment genre, ça me fait halluciner ce genre de film qui réussissent et réunissent autant de stars, quoi. Voilà, et puis ouais, c'est ce côté un peu surréaliste, un peu rêve fiévreux, voilà, je crois que c'est le mot que je cherchais. C'est ce truc de tu te réveilles un peu chamboulé par le rêve que t'as fait, parce que ouais, c'était intense, quoi, voilà. Asteroid City, ouais, c'est particulier, c'est vraiment pas le film que je préfère. Moi je suis plus Grand Budapest Hotel ou The Royal Tenenbaums pour le coup, mais Asteroid City, c'était quand même assez marquant pour le coup. Le garçon et le héron de Hayao Miyazaki. Alors, il est relativement bas dans ma liste, enfin, relativement bas pour un film de Miyazaki. J'ai beaucoup aimé le film, mais disons qu'en fait, j'ai eu un peu la sensation que c'était une synthèse de tout ce qu'a fait Miyazaki avant. Et alors, ça peut être une bonne chose, mais pour moi, du coup, il n'y avait pas ce... Souvent, quand je regardais des films de Miyazaki, j'avais une claque de putain, genre j'ai jamais vu ça ailleurs, nulle part, et du coup genre c'est peut-être parce que je l'ai vu plus tard aussi et que mon œil est plus affûté aujourd'hui, tu vois, mais j'ai vraiment eu cette sensation de ah ouais, ça vient de là, ça vient de là, ça vient de là, ça vient de là, et du coup j'ai pas eu du coup ça m'a empêché un peu de me faire emporter par le film. Ceci dit, c'est incroyable. Visuellement, c'est magnifique, c'est à tomber par terre. Thématiquement, le passage... En fait, il y a un truc un peu frustrant dans ce film, c'est-à-dire qu'il y a un concept de autre réalité qui est vraiment pas exploité. Je crois que c'est aussi ça un peu qui m'a frustré, c'est-à-dire qu'on voit deux réalités et demie, quoi. Et ouais, machin, mais la scène d'introduction, je pense qu'elle va rester dans l'histoire du cinéma. C'est magnifique, c'est à crever de beauté, quoi. C'est vraiment extrêmement beau.
y a ce côté un peu à la fois féerique et un peu maudit dans les visuels par exemple Chihiro. Il y a vraiment cette dualité de à la fois féerique et un petit peu maudit en même temps, avec ces trucs un peu dégueulasses, machin, genre le personnage du héron notamment, pour ceux qui ont vu le film, visuellement il a ce truc de waouh, c'est quand même un humain qui peut se changer en héron, mais en même temps la manière dont il se transforme, elle est très viscérale, un peu dégueulasse, tu vois. C'est un des points forts de Miyazaki. Sur ça, il est vraiment trop fort. Il y a plein de trucs, pareil, il y a des perruches, elles sont terrifiantes. Voilà, je le dis. Et ouais, du coup voilà, c'est du Miyazaki. Du coup, c'est très bien, mais il me manquait la sauce. Il me manquait la sauce spéciale, tu vois. J'ai pas eu l'étincelle. J'ai bien mangé, mais il me manquait, je sais pas, le Dijon, il me manquait le vin pour lier le tout, quelque chose comme ça, voilà. C'était sympa, mais c'est quand même une valeur sûre, hein, Miyazaki, hein, on est sûr de ça. Ensuite, on va parler de The Creator de Gareth Edwards. Et oui, j'ai adoré ce film. Je sais que beaucoup le trouvent cliché, avec des retournements qu'on voit venir. Et alors, ce film, il est touchant, il est visuellement hallucinant, surtout quand tu prends en compte le budget du gars. Il y a des idées. Je m'embête même plus à faire les résumés, c'est terrible. The Creator de Gareth Edwards. On suit on est dans un monde où les humains et les robots cohabitent, un peu comme dans Mars Express, sauf que les robots, ils sont, disons, dans la partie Asie du monde, ils vivent en harmonie avec les humains, et dans la partie États-Unis, ils sont très mal vus et ils sont genre bannis. On suit un militaire américain qui s'est infiltré en Asie pour retrouver un robot qui est censé détruire globalement une arme de dissuasion nucléaire que les Américains ont construit contre les robots, en prévention contre les robots. Et du coup, cette arme de dissuasion, ce truc qui est censé détruire l'arme de dissuasion, il s'avère que c'est un enfant avec une intelligence artificielle extrêmement développée. Donc, on suit du coup un soldat américain infiltré qui s'occupe d'un enfant, qui part en road trip avec un enfant, et du coup il se retrouve un peu à trahir sa hiérarchie, etc., à apprendre les nouveaux mœurs des robots. Enfin bref, c'est vraiment basique niveau scénario. Il y a un retournement on voit venir dès le début, dès que voilà, vraiment c'est machin, mais il y a tellement de visuels qui marchent bien dans ce film, ne serait-ce que le design des androïdes avec cette espèce de trou qu'ils ont au niveau de la nuque. Il y a des visuels, il y a des moines, il y a des temples bouddhistes perdus dans la montagne, et du coup t'as des robots habillés avec les robes oranges des moines, t'as des moines robots. Et en fait, il y a plein de bonnes idées de science-fiction, c'est ça qui est machin. Et il y a notamment une scène sur du Radiohead qui est très 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 belle. Enfin, elle est pas symboliquement belle, mais c'est juste que le plan plus la musique, ça fait un très très beau combo. Il y a l'arme de dissuasion massive dont je vous parlais, c'est un espèce de truc qui orbite autour de la Terre et qui peut frapper de manière chirurgicale avec une bombe atomique à tout moment, à tout endroit sur la Terre globalement. Et en fait, c'est un espèce de vaisseau tout en longueur, très d'un qui scanne la surface de la Terre, et du coup ça fait des espèces de carrés bleus avec un bruit très vrombissant, un bourdonnement. Donc t'as d'un coup, t'es dans le noir et t'as un carré bleu qui se projette au sol avec une croix au centre en mode genre... Et c'est plein de petites idées comme ça de visuels et de j'ai vraiment c'est de la bonne SF quoi, et c'est très je crois que c'est ça qui m'a aussi plu dans le film, c'est très anti-américain. Je sais pas si non, c'est pas anti-américain le mot que je voulais utiliser, c'est anti-impérialiste. Voilà, c'est ça qui m'a beaucoup plu dans le film. Même si le scénario est un petit peu convenu, on va dire, tout le propos derrière anti-impérialisme m'a beaucoup plu, notamment anti-américain en l'occurrence, mais ça pourrait être n'importe quelle autre forme d'impérialisme. Voilà. Du coup, ça c'était pour The Creator. Ensuite, on va passer à
on arrive dans le haut du panier là. Le procès Goldman. Alors c'était un des deux gros films de procès qu'on a eu cette année, qui est un peu plus passé inaperçu que l'autre, dont on parlera un petit peu plus tard, qui raconte le procès de Pierre Goldman. Je sais plus comment il s'appelle, le demi-frère de Jean-Jacques, je crois que c'est son demi-frère, je sais plus, qui était un prof de lettres un peu lunatique, si je dis pas de bêtises, et qui a été accusé de meurtre, de braquage, je sais plus, à tort, et jugé, et du coup on suit son procès de ce personnage très très haut en couleur qui a un très très fort caractère. Et du coup, le personnage, je sais plus comment s'appelle l'acteur qui joue Goldman, mais il est incroyable. C'est en huis clos dans un procès, enfin dans une salle d'audience. On suit du coup, on découvre le personnage à travers les témoignages de ses proches, puis ses propres témoignages, ses réactions à chaque truc et tout. C'est vraiment, c'est tenu de bout en bout. Ça nous lâche pas. Vraiment, moi j'ai vraiment beaucoup aimé le procès Goldman. La palette de couleurs est très réduite. C'est étalonné de manière assez particulière. Vraiment un très très bon film de procès. Je sais pas quoi en dire de plus. Mis à part que voilà, on ressent le charisme du personnage instantanément. C'est réussi. Pour le coup, c'est très 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 réussi. Ça montre tous les côtés un peu étranges. Le film arrive autant à nous le faire soupçonner comme à nous le faire prendre en sympathie et innocenter. On est vraiment à la place du jury, quoi, des jurés, pardon. Et ouais, c'est très immersif. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. C'est un huis clos très immersif sur un procès haut en couleur, d'un personnage haut en couleur. Et rien que pour ça, c'est une expérience qui est plutôt chouette. Voilà, je vous recommande beaucoup le procès Goldman. Voilà. Putain, 1h11 que ça enregistre, mais let's go. On en a fait la moitié à peu près, je crois. Ensuite, on va parler de Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, film de 3h23. C'est très particulier, Killers of the Flower Moon. C'est un film qui c'est un film qui montre vraiment la pourriture de ces personnages principaux. Le personnage principal est joué par Leonardo DiCaprio et c'est vraiment un être abject en fait. Et en même temps il fait des trucs abjects tout en étant manipulé parce qu'il est pathétique et pareil, la personne qui le manipule est tout aussi pathétique que lui, et le seul personnage qui contrebalance ça, c'est du coup la victime de leurs exactions, qui est jouée par, j'ai oublié son nom, mais une actrice incroyable aussi. Donc ça raconte l'histoire des Indiens d'Osage, si je dis pas de bêtises. En gros, c'est des natifs américains qui vivaient dans une région des États-Unis, et il se trouve qu'ils ont trouvé un immense gisement de pétrole là où ils vivaient. Du coup, ils sont devenus immensément riches. Et du coup, ça donne, vous pouvez aller voir les photos sur internet, ça donne des images assez particulières parce que très vite, ils se sont mis à construire des villes, des casinos, etc., avec tout cet argent. Et du coup ça donne des images très particulières d'Indiens très bien habillés en mode costard et tout, et en même temps avoir leur coiffe à plumes qui se font du coup une fois qu'il y avait tout cet argent qui est arrivé, il y a plein de gens qui sont venus pour se mettre à leur service, entre guillemets, récolter un petit peu cet argent. Et du coup on suit le fils d'un propriétaire local qui va pousser son fils à s'infiltrer dans la communauté, on va dire, à se marier à une des indiennes notamment, pour ensuite la tuer à petit feu et hériter de son pactole globalement. Et du coup voilà, on suit toute cette machination qui se met en place, à quel point ça réussit, puis ça foire, puis c'est pathétique en fait. Et c'est en fait, j'aime pas dire ça parce que normalement les films qui font ça me saoule, mais il y a une scène tout à la fin du film qui est tellement marquante. En fait ça m'a mis une claque, et c'est pour ça qu'il est aussi haut. En vrai, c'est un peu comme Babylone, hein. Je pense pas que ça mérite 3h23 de film, mais je pense pas que cette scène aurait eu le même impact s'il n'y avait pas eu les 3 heures avant, tu vois. Donc c'est rien que pour ça, c'est le genre de films qui sont hauts dans mon top juste pour une scène qui m'a
beaucoup trop marqué. Voilà, Killers of the Flower Moon, c'est une expérience. Faut être accroché parce que le film est assez violent quand même. Mais ouais, c'est cette scène-là. Je sais pas si d'autres gens voient de quelle scène je parle, mais ouais, c'est trop. C'est wow, voilà. Film suivant. Ok, Vincent de Mourir. Film franco-belge de, j'ai oublié le nom, avec Karim Leclou. Le pitch il est très très simple. C'est l'histoire de Vincent, un mec. Et en fait un jour, certaines personnes de qui il croise le regard se mettent à vouloir le tuer. Donc il n'ose plus regarder personne et tout, il s'exile un petit peu, machin et tout. Et du coup tu suis sa vie avec cette espèce de maladie entre guillemets où dès qu'il croise les regards de quelqu'un, il y a une possibilité pour que cette personne lui saute dessus pour le tuer de toutes ses forces. Voilà. Quand on m'a fait le pitch, je m'attendais à une errance un peu solitaire et tout. C'est pas vraiment le cas parce que très vite dans le film, il se rend compte qu'il y a d'autres gens qui ont le même problème que lui. Et il y a un personnage qui se rajoute à son road trip et du coup ça en fait une espèce de romance road trip plutôt douce amère quand même parce que c'est un peu post-apo parce que de plus en plus de gens se mettent à avoir le même problème que Karim, que Vincent, ce qui crée des émeutes ça et là. Défaut, ça manque de budget. Qualité, c'est trop bien. Genre, c'est vraiment, il y a trop d'idées, il y a plein de moments très doux, très machin, et des moments ultra anxiogènes. Il y a notamment une scène qui se passe sous des lignes à haute tension, j'en dis pas plus. C'est un peu comme Killers of the Flower Moon, cette scène-là, elle restera gravée dans ma tête pendant très longtemps, que ce soit l'image et le son. Voilà, j'en dis pas plus, mais Vincent de Mourir, c'est... vous attendez pas à un truc énorme avec beaucoup de moyens comme film d'horreur, mais c'est pour le budget en tout cas, c'est vraiment une très très bonne réussite. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. J'ai beaucoup aimé la fin, j'ai versé ma larme. Voilà, il y a des moments de vie qui sont montrés avec un angle, avec on montre certaines choses de ces moments de vie qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir au cinéma et c'est des choses qui font du bien. Voilà, c'est vraiment. Alors voilà. Après le défaut du film, c'est que on pourra lui reprocher de pas forcément tenir son concept jusqu'au bout. Mais bon, si c'est que ça, voilà. Moi j'ai pleuré, donc c'est haut dans la liste. Voilà. Vincent de Mourir. Ensuite, après Vincent de Mourir, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce que j'entends comme musique ? Bon, tant pis. Vermine. Autre film d'horreur français, attention. C'est le 3e film d'horreur français avec Latour et... Ouais. Bon, ça sera coupé au montage, ça. Ok, donc, Vermine, disais-je. Vermine, premier film de Sébastien Vanitschek, film d'horreur français qui se passe dans une tour HLM à Paris. Donc c'est le 2e film d'horreur français qui se passe dans une tour HLM à Paris. Sauf que cette fois, c'est pas le vide autour de l'immeuble qui va causer problème. C'est une araignée qui va se reproduire à vitesse grand V et qui va, disons qu'elle pond dans les gens et ça les tue. Et après, ça fait plus d'araignées et elles grossissent de plus en plus et elles sont énormes. Et du coup, on suit un groupe de gens qui essayent d'échapper à ça. En fait, il y a un petit peu les mêmes défauts que Latour et que Vincent de Mourir, à savoir que ça manque un peu de budget et du coup d'ambition par moment. Mais pareil, avec le peu qu'ils ont réussi à faire tellement bien. Genre, il y a vraiment un côté horreur à la...
film des années 80-90, un peu cartoonesque, un peu n'importe nawak. En plus de ça, ça se passe dans une cité avec du coup des classes populaires, si je puis dire, et il y a tout un discours autour de la police et de ce genre de choses. Enfin, c'est vraiment en fait c'est vraiment un bon film d'horreur français, tout ce que je peux dire. En plus du coup l'équipe de Vermine va travailler sur le prochain Evil Dead et ça me rend très content parce que du coup sous la coupole de Sam Raimi, ça peut être quelque chose de très chouette qui est clairement une des grandes inspirations de Vermine. Voilà, Vermine, c'est un très bon film d'horreur français que je vous recommande. Si vous n'avez pas peur comment dire, vu que ça se passe en cité, du coup les personnages s'expriment comme on s'exprime là-bas. Globalement, c'est un peu un argot de la street, comme si je puis dire. Donc si on n'est pas forcément habitué, ça peut faire un petit peu bizarre. Ça peut même faire un petit peu caricatural pour les gens qui ont vu ça que dans des films ou des séries, mais globalement voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. En plus il y a beaucoup de rap dans la bande originale, et notamment un morceau de Laylo qui sert de générique, qui m'a rendu très heureux. Voilà, Vermine, c'est de la bonne, c'est vraiment très 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 intéressant, Vermine. Vermine. Alors là, on va aborder un film, Spider-Man Across the Spider-Verse. Donc, c'est la suite de Spider-Man Into the Spider-Verse. Je vais passer rapidement sur les qualités du film. Visuellement, c'est incroyable. Musicalement, c'est incroyable. C'est vraiment très divertissant. Il n'y a pas de souci. C'est insane visuellement. Vraiment, c'est une folie. Visuellement, c'est une folie. Mais putain de merde, ils nous ont fait un demi-film. C'est-à-dire que ils nous ont fait un cliffhanger dans un film. Bon, ça en soi, c'est pas très très grave, mais disons qu'ils font monter la sauce pour faire un climax, faire présager un climax, et ils nous mettent le cliffhanger à ce moment-là. Pour moi, ça je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en mode oui, c'est normal, mais pour un film, c'est pas normal. Un film, il doit se suffire à lui-même. Un film, tu dois pouvoir le regarder et avoir une histoire complète. Il y a des films qui se terminent sur un cliffhanger, mais qui ont quand même eu une histoire début, milieu, fin, comme Avatar par exemple. Avatar, c'est un très bon exemple. À la fin du premier Avatar, on a le personnage principal, Jake Sully, qui se réveille dans son corps d'Avatar, tu vois. Donc on a un cliffhanger, en fait il est encore en vie, tu vois, mais en parallèle de ça on a eu une grande bataille finale, on a eu un début, un milieu, une fin, et du coup cette fin c'est la présumée mort de Jake Sully et le réveil en tant que cliffhanger. Mais là le problème c'est comme si Avatar s'était terminé au début de la bataille finale où tout le monde se prépare et où Bochin coupe le film et vous aurez la suite dans 3 ans. Et pour moi, ça, c'est un truc de série, c'est pas un truc de film. Alors, j'aurais pas été contre qu'il fasse une série d'animation, mais pour moi, un film, voilà, tu dois, surtout quand la suite met du temps à venir, il doit pouvoir se suffire à lui-même. Ça, c'est le premier défaut du film. Deuxième défaut du film, pour moi, ils ont, de manière plus ou moins officielle, canonisé ça avec le MCU. Pareil, pour moi, c'était une erreur. Il faut pas... Enfin, le MCU, je vais pas dire que c'est de la merde, mais c'est pas ouf. Le Marvel Cinematic Universe, donc tout l'univers lié des films Marvel, tout ça. Mais je trouve ça tellement dommage parce que du coup, je suis quasiment sûr que le dernier film va se terminer sur Miles Morales qui rejoint le MCU. Et tout ça pour ça, en fait. Bon, après là, je m'avance, je fais des spéculations, tu vois, mais pour moi, ça me rend très triste que du coup, Miles Morales et le MCU soient canon à Spider-Verse parce qu'il y avait tellement plus de choses à faire. Comment dire, pas de plus de choses à faire, mais je trouve ça dommage en fait de lier un truc aussi unique, aussi à part, aussi machin, à un truc aussi bassement mercantile en fait. Voilà, ça m'a rendu un peu triste, c'est plus réaction viscérale que autre chose. Et dernière chose, il y a des problèmes d'écriture dans ce film, il y a des choses qui marchent pas, notamment toute la séquence de fin où on veut te faire croire à un retournement et qu'en fait c'est pas vrai, il y a toute une scène
où on te vend un twist, mais on le sait déjà, on l'a vu, on le comprend, on le sait. Enfin, genre ça marche pas. En fait, voilà, ça ne fonctionne pas. Visuellement, ça ne fonctionne pas parce que chaque univers visuellement a ses codes, a ses couleurs, et du coup, ça se voit en fait. Voilà. C'est voilà. Mais bon, ça reste un excellent film d'animation visuellement et tout. C'est juste que voilà, de point de vue visuel, écriture et structure du film, pour moi c'est vraiment une erreur d'avoir fait un cliffhanger. Voilà, il faut début, milieu, fin pour moi. Il faut un climax. Voilà, il faut une délivrance. En fait, si tu fais monter la tension, il faut la faire redescendre à un moment, quoi. Tu peux pas juste t'arrêter. C'est comme si je faisais une musique avec un truc qui monte comme ça et joue et jamais de drop. Voilà, c'est comme, il y a plein de, je pourrais faire des métaphores genre, mais il faut pas faire ça. C'est pas une œuvre complète. C'est ça qui me gêne. C'est pas une œuvre qui se suffit à elle-même. Voilà, je veux dire, quand tu regarderas ce film-là, tu regarderas forcément l'autre à la suite parce que l'un sans l'autre ne peuvent pas fonctionner. Et du coup, je trouve ça vraiment très dommage parce que pour moi, un film, ça doit être une œuvre à part entière. Voilà, sinon c'est une série. Et voilà, c'est juste ça. Je suis vraiment, c'est un point qui me tient très à cœur. Voilà, je fais pas de résumé parce que elle est assez complexe, l'histoire de Spider-Man Into the Spider-Verse. Sinon, en plus, ça implique de faire une histoire du premier. Tout le monde connaît Spider-Man Into the Spider-Verse. C'est pas la peine, mais voilà, je voulais insister sur ce point-là. Mais ouais. Ensuite, on va parler de Dream Scenario avec Nicolas Cage en film A24. Donc c'est l'histoire de Nicolas Cage qui joue un personnage qui est un peu un nobody. C'est un prof d'histoire un peu nul, un peu lame, un peu oubliable, et d'un coup il se met à apparaître dans les rêves des gens et du coup on suit comment il vit ça. C'est-à-dire que il devient un peu une star du jour au lendemain pour aucune raison, et il en est très content de sa nouvelle notoriété. Jusqu'au jour où les gens se mettent à rêver que Nicolas Cage les agresse, les tue, les torture, les massacre, les machins, et du coup il se met à un peu comme quelqu'un qui aurait fait scandale sur internet, donc à être remarqué dans la rue, à ne plus pouvoir aller dans certains restaurants. On lui demande de sortir parce que telle personne a rêvé qu'il se faisait étrangler par elle, etc. Donc c'était très étrange comme film, très onirique, très très rêve fiévreux. Je crois que c'est un peu je crois que c'est un truc que je commence beaucoup à aimer dans les films, ce côté un peu rêve fiévreux qui s'arrête pas, qui est un peu violent et en même temps un peu doux. Et du coup c'est très très particulier, et il y a une scène en rapport avec une publicité qui pour moi est un petit peu too much, mais la fin du film pour moi elle est magnifique. Il y a toute une scène qui implique un costard trop grand, voilà, pour spoiler sans spoiler, que je trouve émouvante aux larmes. Vraiment, je la trouve magnifique. Encore aujourd'hui je m'en souviens, j'ai des frissons rien que d'en parler. Voilà, Dream Scenario, c'était très réussi, c'était très intéressant, c'est un film qui est resté avec moi pendant très longtemps. En fait, pour la petite histoire, j'ai pas pleuré dans la salle. Ce qui s'est passé avec Dream Scenario, c'est que je l'ai vu, j'étais un peu circonspect, et je suis rentré chez moi, et une fois que j'ai fermé la porte et que je me suis retrouvé le seul chez moi, c'est là que le film m'a frappé et que je me suis mis à pleurer en fait. Voilà, c'est ce genre de film. Voilà, il est resté avec moi pendant quelques semaines, Dream Scenario. Voilà. Ensuite, après Dream Scenario, c'est bien, je scroll et ça ne défile plus, ça veut dire qu'il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 films. On est dans le top 10, on arrive dans le top 10. Donc en 10e position, on a l'autre film de procès de l'année, on a Anatomie d'une chute, avec Sandra Hüller, je crois, Swan Arlo notamment, et j'ai oublié le nom du gamin qui joue extrêmement bien aussi. Que dire, un thriller de procès français sur une écrivaine qui aurait présumément assassiné son mari, et du coup on va suivre lors du procès toute la dissection de ce couple malsain où l'un était tout aussi toxique que l'autre.
est-ce qu'elle est coupable, est-ce qu'elle est pas coupable, est-ce que c'est une bonne idée que leur enfant assiste à ce procès, parce que ça va quand même assez loin dans la façon dont ça montre machin. Pour moi, ce film donc de Justine Triet, elle a touché un truc, elle a touché la grâce en fait, parce que elle a vraiment réussi à faire un film où je pense que moi j'aurais pas coupé une seconde dans ce film. Chaque seconde, chaque moment est utile. Chaque c'est ni trop ni pas assez. À tout moment, c'est parfaitement dosé, c'est parfaitement maîtrisé. Il y a vraiment ce sentiment de t'es tenu, t'as tout ce qu'il te faut et il te manque rien. Tout est là, tout est parfait, parfait. C'est pas un film parfait, mais tout s'enchaîne, tout est logique, tout fait sens, tout est fluide, tout est le travail de montage. Notamment cette scène de dispute, pour ne pas trop en dire. C'est saisissant à quel point ce film est maîtrisé. Il y a un truc de... Ouais, elle a touché un truc, Justine Triet. Elle a vraiment un instinct de montage. Même dans les plans qui durent un peu longtemps, c'est jamais gênant, c'est jamais trop. C'est jamais pas assez, c'est vraiment c'est parfaitement dosé, et tout ce couple auquel on assiste à dissection, les échanges rhétoriques entre les avocats, c'est presque de l'ajout verbal, c'est écrit, c'est millimétré, chaque réplique, chaque mot sonne juste, même le gamin, du coup j'ai oublié son nom, Milo je crois qu'il s'appelle, l'acteur qui joue Martin, je sais plus comment il s'appelle l'enfant dans le film. Mais ouais, c'est hallucinant de maîtrise en fait. Voilà, c'est impressionnant. Et ouais, je suis très content de l'avoir vu. Je suis allé le voir 2 fois en salle, tellement j'ai aimé ce film, quoi. Vraiment, waouh! Vraiment, Oscar du meilleur scénario mérité et César du meilleur film. Genre, Palme d'Or, je sais plus. Mais le film mérite ses récompenses. Globalement, c'est waouh! C'est putain! Incroyable, wow, Cocorico. Voilà, c'est tout. Anatomie d'une chute, allez voir le film. Ensuite, top 9 du coup. Top 9, on a un film iranien, franco-iranien, je sais plus. Je crois que c'est iranien, si je ne me trompe pas. Qui s'appelle Les Ombres Persanes. C'est peut-être pas iranien, je sais plus. C'est un film du Moyen-Orient, Proche-Orient, je sais plus, mais bref. Ça raconte l'histoire d'un couple assez modeste qui vit en ville, qui va se rendre compte qu'il y a un couple plutôt aisé qui ont exactement la même tête qu'eux, l'homme et la femme. Et du coup, on va suivre leurs interactions entre eux, comment ils vont se découvrir, comment les uns et les autres vont découvrir l'existence des uns et des autres. Dans ce genre de film, il y a un trope qui est souvent utilisé, et en fait on te fait croire pendant tout le film que c'est ce truc qui va arriver, et du coup t'es un peu en mode ah c'est bon, je sais où ça va, c'est plutôt safe. Non, la fin de ce film est d'une noirceur rare. C'est vraiment... moi déjà j'aime beaucoup ce genre de pitch semi-fantastique. Il y a tout un mysticisme qui se crée autour de trucs du quotidien. Il y a des classiques scènes de tension où il y a le fils d'un des deux couples qui va... Enfin bref, c'est très 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 particulier. Et enfin particulier, c'est pas le mot que je voulais dire. Et oui, du coup ça donne un mysticisme à des trucs du quotidien, et notamment la pluie. Pendant tout ce film, quasiment tout ce film, dès qu'ils sont à l'extérieur, il pleut. Et du coup ça fait qu'on n'y voit pas très loin, ça fait que c'est un peu brumeux, un peu, j'y reviens une fois de plus, un peu comme un rêve. Et ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup rappelé Enemy, qui est un film que j'adore, mais c'est moins dans le surréalisme. Mais c'est tout aussi prenant et c'est tout aussi marquant, même si ce n'est plus, parce que la fin de Enemy elle est un peu cryptique. Là on est vraiment sur une fin noire, radicale, d'une tristesse folle. Et ouais, c'est... Oh là là, c'est quelque chose, Les Ombres Persanes. Top 9 cette année.
On va passer au top 8. Top 8. Talk to Me, La Main, film d'horreur australien de deux youtubeurs dont j'ai oublié le nom, qui raconte l'histoire d'adolescents qui trouvent une main momifiée, qui, quand ils la touchent et qu'ils disent certaines phrases, leur font voir des esprits, et ils s'en servent pour se faire flipper en soirée, un peu comme une drogue récréative globalement. Sauf que ça va très 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 vite mal tourner quand les esprits vont s'accrocher à une des personnes qui aura un peu trop tenu la main. Et voilà, donc on va suivre des adolescents dans la tourmente globalement. Pareil, c'est un film qui se finit très mal et la fin elle fait tellement de sens, elle est tellement logique, elle est tellement impactante par rapport à ce qui se passe au début du film. Le film qui commence par un plan séquence qui est pareil très 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 marquant pour un premier film de pareil. Je dis beaucoup ça dans cette liste, mais avec le budget qu'ils ont eu, c'est impressionnant. Le rendu du film, c'est hallucinant. Ils ont vraiment ce juste milieu entre l'horreur un peu intello qu'on voit ces derniers temps avec des films comme Hérédité, Midsommar, Get Out, etc. et le cinéma d'horreur des années 80-90 qui tâche un petit peu plus avec Evil Dead, L'Exorciste, ce genre de choses. Et ouais, ils ont vraiment réussi le truc. Dans ce film, il y a une représentation de l'enfer qui est une des pires, une des plus glaçantes que j'ai jamais vues. Voilà, ça m'a marqué, ça aussi. Enfin, je parle beaucoup des choses qui m'ont marqué, du coup, dans le truc. Là, on est dans les films que j'ai vraiment adoré. Ouais, il y a des trucs dans ce film qui sont... Voilà. C'est pas le film le plus flippant de toute l'année, tu vois, mais il fonctionne, quoi. Il y a des vrais trucs, quoi. Et ouais, Talk to Me, c'est une vraie réussite. C'est très... j'ai bien mangé, voilà. J'ai bien mangé devant ce film. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, du coup, film suivant, top 7, si ma mémoire est bonne. Anatomy d'une chute, top 10, Ombre personne, top 9, Talk to Me, top 8, top... Alors attends, 10, 9, 8, 7... top 7, on a un film fantastique français qui s'appelle Le Règne animal avec Romain Duris et un autre acteur dont j'ai oublié le nom. Donc ça se passe dans un futur plus ou moins proche où il y a une maladie qui commence à toucher de plus en plus de gens, où les gens se transforment en animaux. Et du coup on suit un père et son fils dont la mère s'est transformée en ours. Du coup comment ils gèrent ça, donc ils vont s'exiler dans un campement pas très loin de là où est hospitalisée leur mère pour aller la voir de temps en temps et tout, et du coup on suit toute l'histoire de cette famille globalement, de comment ils évoluent, comment ils sont, comment ils se lient, comment ils vivent cette espèce de deuil de leur mère qui peut plus parler et tout parce que c'est un ours maintenant. Voilà. Les effets spéciaux sont trop beaux. Genre c'est vraiment des maquillages, des FX vraiment pas... c'est pas du numérique qui tâche, quoi. C'est vraiment des beaux maquillages, des beaux animatroniques. Et ça rend trop bien. Voilà, c'est juste trop cool. Et c'est très touchant, et il y a une scène sur du Pierre Bachelet qui est très touchante. Il y a des visuels, ça se passe en province, donc il y a des visuels de villes de province la nuit qui me parlent beaucoup parce que j'ai passé beaucoup de temps à marcher la nuit dans ma petite ville de province de Cap-de-Nacgar, SO l'Aveyron. Et il y a un plan pareil, je vais vous parler de le truc qui m'a marqué dans le film. Ah, il est 21h30. Le truc qui m'a marqué dans le film, c'est un plan de gens qui poursuivent un autre personnage dans des champs, et il se trouve qu'ils étaient en train de faire une fête un peu folklorique où ils étaient sur échasse, donc on a vraiment un magnifique plan de nuit sur un champ à perte de vue de maïs très très haut, avec des gens en échasse tous alignés parfaitement qui avancent pour faire une sorte de battue dans le champ de maïs. C'était magnifique, c'était un plan, c'était trop beau. Voilà, je pourrais l'afficher chez moi, ce plan. Voilà. En plus d'être un film de genre français, un film fantastique français, rien que pour ça, bon voilà, vous savez, mon cœur balance. Fin très émouvante, même qu'un peu convenue. Il y a toute une séquence un peu avant la fin du film qui va beaucoup plus dans le fantastique, qui est magnifique.
Vraiment, c'est trop beau, c'est trop chouette, c'est très... vous en avez sûrement déjà entendu du bien si vous allez au cinéma régulièrement. Et effectivement, c'est un très bon film. Je suis très très content de l'avoir vu. J'ai vraiment beaucoup aimé Le règne animal. Voilà, allez le voir. C'est très très cool. Bon, c'est un peu tard maintenant, mais voilà. Très très bon film de 2023, Le règne animal. Je pensais plus l'avoir mis si haut, mais en vrai, c'est carrément mérité. Du coup, on entre dans le top 5 ou on est en top 6 là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc non, on est sur le top 6 là, actuellement. Tac. Top 6, c'est Oppenheimer de Christopher Nolan. J'aime pas Christopher Nolan. Je déteste Christopher Nolan. Bon, en vrai, je déteste pas Christopher Nolan, mais je trouve que voilà, c'est beaucoup trop surestimé pour ce que c'est. Mais Oppenheimer, c'est incroyable. Oppenheimer, c'est 3 heures qu'on voit pas passer. Oppenheimer, c'est un film d'auteur de 3 heures sur un mathématicien un peu zinzin qui a inventé la bombe atomique avec pas d'action, quoi que ce soit et tout. Et pourtant, c'est hyper prenant, c'est filmé comme un thriller, la musique, elle est magnifique. La gestion du son, de tout le casting, enfin tout est réussi dans ce film. C'est un grand film. Je me disais dans la salle, voilà, je suis en train de voir un grand film. On a beaucoup loué la performance de Cillian Murphy dans le rôle de Robert Oppenheimer, mais il faut aussi parler de Robert Downey Jr. Qui joue un espèce d'oligarque militaire véreux, bizarre, trop stylé. Enfin voilà, c'est vraiment trop cool. Les passages en noir et blanc qui sont en fait des flash forward. Bon, il y a beaucoup de gens qui sont branlés dessus. Bon voilà, c'est une fois qu'on l'a dit. Bon voilà. Moi, ce qui me fascine le plus dans ce film, c'est que Christopher Nolan, c'est un fan de pellicules, et en particulier de pellicules IMAX. Donc c'est une image qui a un très très gros capteur qui est faite pour capter un maximum d'informations, et souvent t'aimes bien filmer des grands et beaux décors avec ça. Il te filme des visages en gros plan dans des putains de bureaux moches. Voilà, moi c'est ce genre de radicalité que j'aime bien au cinéma. Voilà, on va prendre la plus grosse caméra du monde pour faire un gros plan sur la gueule de Cillian Murphy dans un bureau moche pendant qu'il se fait interroger à la ZOB par des agents de je ne sais quelle agence gouvernementale. Voilà, il y a des visuels un peu surréalistes par moments, il y a des... Enfin, en fait, il y a un film, Les Affranchis, et il est un peu monté comme une bande-annonce de façon à ce que ça soit un petit peu prenant tout le temps, tu vois, toujours satisfaisant à regarder. Bah il y a vraiment ça dans Oppenheimer, genre c'est vraiment des 3 heures que tu vois pas passer, et ouais, c'est un chien. Et alors la réplique de fin, on peut en parler, elle fera sûrement sourire beaucoup de gens, mais pour moi elle a fonctionné de fou parce que j'étais à fond dans le film et j'étais un peu en mode genre ouais, ok, ouais, genre je sais pas, ça m'a... C'est quelque chose, quoi, c'est chouette. Voilà, Oppenheimer qui m'a un peu réconcilié avec Christopher Nolan, donc voilà. J'ai pas fait de résumé le film parce que c'est un peu dans le titre du film, mais bref, voilà. On va rentrer dans le top 5, les amis. Dans le top 5, on a Voyage en Italie, j'en ai déjà parlé. Film qui m'a beaucoup marqué. Je l'ai vu à un moment où j'allais vraiment pas très bien et ce film m'a fait beaucoup de bien. C'est un couple qui part en Italie et ça se passe pas très bien, ils s'engueulent, ils sont à contre-temps, ils ont jamais envie de faire les mêmes trucs au bon moment et tout, et puis voilà, et c'est Philippe Catherine et Sophie Le Tourneur, et c'est je sais, en fait c'est un film qui pourrait presque paraître relativement banal, mais il m'a fait tellement bien ce film. En fait c'est ce truc de le voyage se passe mal. Bon, je vais vous spoiler, on en a rien à foutre. Le voyage se passe mal pendant tout le film, j'en ai déjà parlé de toute façon, donc si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous connaissez déjà la fin du film. Et ensuite, il se le rappelle comme quelque chose de beau. Il se le rappelle en mode ah, tu te rappelles quand on s'est un peu disputé à ce moment-là. Ah, tu te rappelles quand là, t'avais pas envie de faire du sexe. Ah, tu te rappelles quand là, moi je m'étais baigné et toi t'avais oublié ton téléphone et puis on s'était engueulé. Ah, et puis quand on a perdu la voiture. Ah, et quand tu t'es évanoui à ce moment-là, etc. Ah, et quand t'étais jaloux du guide touristique. Enfin bref, c'était un chien, et en rigolant, en étant content, en étant machin, alors que sur le moment, il passait vraiment
vraiment pas un bon moment, tu vois. Et ouais, c'est un film qui m'a... Enfin, ça m'a pas appris, mais ça m'a rappelé que même quand tu passes des mauvais moments dans la vie, souvent plus tard, tu t'en rappelles comme des moments très drôles. Voilà, je vais vous raconter une anecdote toute conne, mais en sortant du cinéma, il y a pas longtemps, je me suis rendu compte que ma roue était crevée, et du coup, avec ma copine, on a dû changer la roue à 22h sur le parking d'un cinéma. C'était pas très marrant. Mais voilà, mais je suis sûr que si demain on en reparle, on en rigole, quoi, tu vois. Et voilà, c'est truc tout con, tu vois. Mais voilà, Voyage en Italie. Si vous oubliez ce genre de choses, regardez Voyage en Italie pour vous en rappeler. En plus, Philippe Catherine est très très rigolo dans le film. Il joue vraiment le mec insupportable qui a toujours envie de rien, qui est un peu mou, un peu oh non mais je me suis cassé la cheville, tu comprends, on peut pas partir, machin et tout. Enfin bref, c'est vraiment moi j'aime beaucoup ce film. Ça c'est un des films qui m'a marqué, qui va me suivre encore pendant longtemps. J'y repense très très souvent à Voyage en Italie pour le coup. Voilà. C'était mon top 5 et oui, au-dessus d'Oppenheimer, hein, pour vous dire à quel point ce film m'a marqué. Ensuite, juste au-dessus de Voyage en Italie, on a un autre film français, un autre film très particulier parce que c'est un film de Quentin Dupieux. On va parler de Yannick. Donc Yannick, c'est l'histoire d'un homme qui va assister à une pièce de théâtre et qui va trouver cette pièce de théâtre vraiment nulle à chier. Donc il va décider de sortir une arme et d'interrompre cette pièce de théâtre. Et d'en prendre le contrôle globalement. Donc il va prendre la salle en otage, il va essayer d'écrire une nouvelle pièce de théâtre, de négocier avec les comédiens pour faire un truc un petit peu plus marrant, etc. etc. Et du coup le rôle principal est tenu par Raphaël Quenard. Et quel acteur, quelle prestance, quel charisme, voilà. Et puis pareil, la fin extrêmement triste, qu'on n'est pas habitué à des fins aussi abruptes avec Quentin Dupieux. On est plutôt habitué à des non-conclusions de 30 minutes qui te retournent le cerveau. Mais ouais, Yannick, ça fonctionne. Yannick, en plus c'est un des plus accessibles films de Quentin Dupieux. Ouais, c'est plutôt très chouette. Moi j'ai particulièrement aimé toute la séquence où il va pendant que je sais plus pourquoi, mais pendant une période il va discuter avec les différents gens du public, il leur fait des remarques, etc. etc. Tu vois très vite les gens qui l'aiment bien, les gens qui l'aiment pas, etc. Et ouais, c'est plutôt incroyable, Yannick. C'est plutôt magnifique, c'est plutôt beau, c'est plutôt émouvant. Et voilà, je sais pas quoi dire de plus. Je suis très content en plus ça a été un énorme succès, un des plus gros succès de Quentin Dupieux. Et je suis enfin content qu'il soit un peu reconnu à sa juste valeur, ce réalisateur. Voilà. Donc Yannick, c'est un de mes films de l'année, hein, top 4 si je ne m'abuse. C'est ça, top 4. On va passer au top 3. Le top 3 c'est Empire of Light 2. Sam Mendes avec Olivia Colman dans le rôle principal, qui joue une personne qui est atteinte de sévères troubles dépressifs et psychotiques, qui va se retrouver dans une ville un peu paumée du Royaume-Uni, du sud du Royaume-Uni, parce que c'est au bord de la mer, à travailler dans un cinéma. Oh tiens donc, un film qui parle de cinéma. Il n'y a aucune raison que ça me touche. Un film qui parle de cinéma par le réalisateur de American Beauty, qui est un des films que je trouve le plus beau de l'histoire du cinéma. Enfin, le plus beau, le plus touchant, le plus émouvant. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer pour moi ? C'est magnifique, ce film est magnifique, ce film est émouvant à mourir, ce film est violent par moments et avec très peu. Ce film est... Ouais, il y a autant de moments où on respire, où on est bien, où on se sent bien, on est apaisé, que de moments où on est crispé sur son siège. C'est beau, c'est juste beau ce film, voilà, c'est le beau. C'est long, c'est lancinant, c'est ennuyeux, c'est tout. Ouais, tout, c'est tout. C'est tout ce qui est touchant, tout ce qui peut nous faire. C'est un cocktail en fait. C'est un cocktail d'émotions ce film. C'est magnifiquement filmé, c'est magnifiquement éclairé, voilà. Et puis ça se passe dans un cinéma. C'est un décor incroyable. Et puis c'est voilà, sud de l'Angleterre en plus. Olivia Colman, actrice incroyable. Enfin voilà, c'est
Que dire, c'est trop, c'est Sam Mendes, incroyable. Faut que je rattrape les films que j'ai loupés de lui, notamment 1917. Voilà, c'est Empire of Light. Ouais, c'est marquant, c'est émouvant, c'est waouh, c'est visuellement somptueux, c'est... Je sais pas quoi dire de plus. Ce film, il m'a un peu laissé sans voix. J'ai du mal à en parler parce que c'est vraiment pour moi, c'est de l'émotion pure en fait. C'est voilà. Je sais pas quoi dire. C'est peut-être aussi le fait que je suis en train de parler non-stop depuis 1h49. Oh putain, 1h49. Effectivement, cette vidéo va être très 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 longue. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, Empire of Light pour moi ça a été je sais pas si ça touchera tout le monde autant que moi, mais voilà, moi j'ai été extrêmement touché par ce film. Voilà. Ensuite on arrive sur le top 2, et le top 2 c'est Knock at the Cabin. Alors pareil, Knock at the Cabin, je vais pas m'éterniser dessus beaucoup parce que j'en ai déjà parlé assez longuement sur la chaîne. Knock at the Cabin, c'est l'avant-dernier film, parce que du coup il a sorti Trap depuis, de M. Night Shyamalan, qui raconte l'histoire d'un couple et de leur fille adoptive qui partent en vacances dans un chalet quelque part. Et il y a 4 messieurs qui viennent leur dire bonjour, si il n'y en a pas un de vous qui tue l'un des autres de vous, c'est la fin du monde globalement. Donc en parlant à du coup un couple homosexuel et leur fille de peut-être 5 ans je crois, 4-5 ans, 6 ans, peut-être 8 ans, je sais plus. Et voilà, donc il les séquestre plus ou moins dans leur cabine en leur suppliant de s'entretuer globalement, enfin de tuer l'un des leurs. Pour moi, tous les films parlent à un certain niveau de cinéma. Et si je vais vous refaire un petit peu le pitch de la vidéo que j'avais faite sur le sujet à l'occasion. Ce qui fait que j'aime autant ce film, c'est la vision qui, selon moi, il apporte du cinéma. C'est un groupe de gens qui ont une vision, un projet, quelque chose, une croyance, quelque chose qui les travaille au fond d'eux, et qui viennent voir un autre groupe de gens qui sont assis dans une pièce entre eux. Et leur proposition, elle est simple. Elle leur dit, si vous nous croyez, y a un miracle qui va arriver, globalement, à savoir la fin du monde qui n'arrive pas. Si vous vous dépassez, si vous nous croyez, donc là la métaphore elle est un peu extrême parce qu'on parle quand même de tuer un de ses proches, mais si vous nous croyez, si vous vous laissez guider par nous, il va se passer un miracle. Est-ce qu'il y a une plus belle vision du cinéma que ça ? Un artiste qui vient te voir et qui te dit si tu me crois, si tu te laisses guider par moi, il va se passer un miracle, et qui ensuite arrive à tenir cette promesse. Honnêtement, je pense pas. Moi je trouve que c'est une très 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 belle vision du cinéma et ça me touche énormément. Voilà. Après il faut tenir la promesse évidemment, ça c'est un autre débat. Est-ce que la promesse du film est tenue ? Bon, pour moi oui. Voilà, ça c'est, je tranche de manière péremptoire comme ça, mais voilà. Knock at the Cabin pour moi c'est juste un beau film parce que ça véhicule une belle image du cinéma, en plus de parler de croyance au sens large, qui est un sujet qui me touche énormément également. Donc ouais, c'est pour moi Knock at the Cabin c'est top 2. C'est top 2, mais ça pouvait pas être top 1 parce que top 1 c'est le film dont je vous ai déjà parlé 10 milliards de fois sur cette chaîne, à savoir Boys Afraid de Ari Aster avec Joaquin Phoenix. 3 heures d'angoisse, quel bonheur, quel plaisir, quel délire visuel, oh là là, j'ai revu un extrait il y a pas longtemps, là, la scène de la baignoire pour ceux qui voient. Quel magnifique film, quelle incroyable performance de Joaquin Phoenix et d'Ari Aster, qui est, voilà. Alors qu'est-ce que ça raconte, Boys Afraid pour la énième fois, c'est un bonhomme, un middle-aged man qui doit aller voir sa mère pour l'anniversaire de la mort de leur père, je crois. Et puis il va se passer des choses, globalement. Il va se passer des choses sur son chemin, qui sera semé d'embûches plus ou moins réalistes, plus ou moins fantastiques, mais toutes plus ou moins matérialisées par les angoisses du personnage principal qui s'appelle Beau.
Et voilà, c'est un film sur l'angoisse, c'est un film sur la culpabilité, c'est un film sur le rapport mère-fils, sur les rapports très malsains qu'il peut y avoir entre des parents et leurs enfants. Qu'est-ce qui m'a marqué dans ce film? Tout simplement. La douceur d'un certain personnage blond qui est adorable. Il y a une séquence en animation qui est tout simplement magnifique et délirante. Il y a Denis Ménochet dans le film. Et il y a... je crois qu'il y a une des scènes de sexe les plus marquantes de l'histoire du cinéma dans ce film aussi. Voilà, je pose ça là. Ouais, The Boy is Afraid pour moi c'est un sans faute. C'est incroyablement riche. C'est une fresque. C'est vraiment rien que d'y repenser là. Pour vous dire, hein, la première fois que je l'ai vu, c'est la première fois que ça me faisait ça devant un film. Je suis vraiment resté bouche bée devant le film. Voilà, Boy is Afraid. Je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite à l'occasion pour en parler. Mais ouais, Boy is Afraid, c'est juste un chef-d'œuvre. C'est juste un film qui mérite les 3 heures qu'il prend. C'est juste, ouais, c'est quelque chose. C'est tellement radical en plus dans sa proposition. Et c'est un peu une œuvre qui fait la synthèse de tout ce qu'a fait le réalisateur avant. Mais ça mélange le tout. C'est un pas comme du coup Le Garçon et les Ronds, ça mélange le tout. Disons que la somme totale est plus grande que juste l'addition des différentes parties. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, ouais, ça fonctionne trop bien. Il y a des détails cachés jusque dans les logos de production du film. Ça fourmille d'idées. Tout est factice. Tout est intelligemment fou dans ce film. Voilà. Et voilà, du coup c'était le dernier film que j'ai vu. J'ai pas compté combien il y avait de films, il doit y en avoir une petite quarantaine. La vidéo approche des 2 heures, donc je pense que je vais m'arrêter là. J'espère que la vidéo vous a plu. Je sais pas s'il y a des gens qui se sont tapés les 2 heures de cette vidéo, mais ouais, voilà, j'avais besoin de faire ça, genre, comme ça au moins je pourrais re-regarder cette vidéo moi-même dans quelques temps pour me rappeler des films que j'ai vus en 2023. J'essaierai de refaire ça en 2024, mais bon là pour l'instant j'ai déjà vu plus de films en 2024 que j'en ai vu en 2024 et on est en 2023 pardon, et on est en août, donc je pense que la vidéo des films de 2024 sera beaucoup trop longue. On la fera peut-être en 2 parties, je verrai. Je verrai. Mais voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne nuit, en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Et voilà, prenez soin de vous. Allez au cinéma, c'est bien d'aller au cinéma. Faut soutenir la création en France. Vous savez que même si vous allez voir des films américains, vous financez la création française quand vous allez au cinéma, et ça c'est un truc qui est incroyable et qu'il faut absolument conserver au maximum. Et puis voilà, prenez soin de vous. Bye bye.